France Maghreb 2. Programme de ce grand forum pour ce lundi à la une, l'Iran décide de reprendre l'uranium enrichi dès aujourd'hui, au-delà des autorisations fixées par le fameux accord nucléaire de 2015 puis annulé en 2018 par Trump. Une raison supplémentaire pour envenimer les relations entre l'Iran et les États-Unis. Pensez-vous que nous sommes à l'aube d'une guerre? On en parle dans quelques minutes avec Emmanuel Michael, Philippe Bouriachi et Anna Guézard-Bouakaz qui sera avec nous dans un instant que vous allez ainsi découvrir. La République en marche va choisir son candidat officiel pour la mairie de Paris et de Lyon. Macron doit-il trancher? C'est la question que l'on se posera tout à l'heure, sans oublier les infos zappées, le zapping et le quiz en fin d'émission. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce premier grand forum de la semaine en ce lundi 8 juillet. Le grand forum, le coup de cœur. Le grand forum, merci d'être avec nous et en direct. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, nous sommes le lundi 8 juillet et vous êtes bien sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h avec aujourd'hui pour m'accompagner monsieur Philippe Bouriachi qui est avec nous. Salut mon Fifi. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous qui le suivez peut-être sur Facebook, vous vous dites comment il fait pour être du côté d'Ivry vers 15h et à la radio juste après. Bah voilà, c'est la magie. C'est la magie. Téléportation. Voilà, c'est ça. C'est bien passé? Écoute, pour dire aux auditrices auditeurs, il est parti soutenir notre Sabrina Sebaï, chroniqueuse du LGF, qui vise la mairie de Ivry-sur-Seine, a reçu la visite aujourd'hui dans sa ville de tout le staff de la direction des écologistes. Ah mais c'est bien plus que ça. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, je te jure, c'est historique. Ah bon? Ouais. Au lendemain, enfin au soir même du 26 mai, Yannick Jadot avait lancé un appel, celui de la reconquête du pouvoir, mais surtout de la réunification et de l'unité de la famille écologiste. Et aujourd'hui est un jour marqué d'une grande pierre blanche. Delphine Bateau, Génération Écologie, Antoine Vechter, MEI, Monsieur Giavatori Alliance Écologie et Indépendants, Monsieur François Demerval, Cap 21, Monsieur François Doucet, Mouvement des Progressistes. Toute la famille écologiste était présente aujourd'hui pour dire maintenant, nous allons faire chapelle commune, nous allons faire route commune et nous allons aller ensemble à la conquête des mairies, des départements, des régions et de la France pour 2022. Et tout ça pour Sabrina. Grâce à Sabrina Sebaï. Oui, bravo. Et puis j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un que vous connaissez peut-être, parce qu'elle officie dans quelques médias. Elle s'appelle Anna Guézard-Bouakaz. Bonjour Anna. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va, je te remercie. Sois la bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Je remercie France Maghreb 2. Alors, comme le veut la tradition, comme c'est ta première, est-ce que tu peux te présenter un peu aux auditrices, auditeurs, qui es-tu, d'où viens-tu? On veut tout savoir avec Philippe. Avec plaisir. Alors, je m'appelle Anna Guézard-Bouakaz. Je suis d'origine algérienne. J'ai créé mon magazine DZ People en Algérie en 2002. Je l'ai dirigé durant 3 ans. Et je suis venue par la suite ici. Je me suis installée en France et j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle tout en restant dans les médias. De la presse écrite, je suis passée à l'audiovisuel, ce qui fait que aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec vous. Eh ben le plaisir est partagé, ma chère Anna. En tout cas, sois la bienvenue. Merci. Bon, on pouvait pas commencer cette émission en se remémorant ce qui s'est passé hier soir. C'était fabuleux hier soir. Oh là là, qu'est-ce qu'on a vibré hier soir. 3-0, les Algériens sont là. Ouais. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Les Fennecs ont tout donné. Ils ont tout déchiré. Ils ont envahi les Champs-Élysées. Ils ont fait feu d'artifice. Ils ont foutu la dawa un petit peu partout. Ouais. Voilà, ça a un petit peu mis le somme d'ailleurs à Robert Ménard. T'as vu Philippe? Ménard, il est pas content. Mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui lui a disparu? Robert, c'est pas normal. Roberto, qu'est-ce que ça, amigo? Non, c'est voilà. Pour en tout cas une belle victoire, une qualification pour les quarts de finale de l'équipe d'Algérie. On va suivre et supporter aussi aujourd'hui les Tunisiens ce soir à 21h face au Ghana. Ça serait bien quand même d'avoir 2 équipes maghrébines en quart de finale. Bonne chance à nos frères tunisiens. Oui, bonne chance. Tout. Il faut tout donner en tout cas. Anna, t'as vibré hier soir ou pas? Ah ben oui, j'avais vraiment chaud au cœur. Je ne pouvais pas louper un match pareil, hein, Philippe. Franchement, c'était une belle réussite. Moi qui suis pas du tout un spécialiste du football, mais d'ailleurs, ça fait Philippe, bien. j'ai une petite mission pour toi. Est-ce que tu peux aller ouvrir à notre ami le modem là? Immédiatement. Vas-y, s'il te plaît. Mais on dirait que c'est l'année des Algériens. On entend ils font beaucoup de belles choses, les Algériens, cette année entre les manifestations. Entre les manifestations, d'ailleurs, tu suis évidemment la situation de très près. Oui, absolument, comme chaque Algérien qui est
qui est intéressé par l'avenir du pays, qui est jaloux de son pays. C'est bon, tu as réussi à ouvrir. Oui, vous inquiétez pas. On va s'organiser, c'est du direct, puisque notre ami Emmanuel Michael, le patron du modem, c'est dans quoi, 93 ? 95, voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'avais le droit à une erreur, voilà, elle est faite. Je viens de loin là, je viens de Cergy, je suis venu en moto pour essayer d'être à un deuxième motard, c'est bien. Le patron du modem 95, je pensais qu'au modem on était à l'heure par contre. Bah généralement je suis à l'heure. Ouais, mais là avec les bouchons qu'il y a sur Paris, c'est compliqué. Ouais. Bah ça c'est à cause des écolos, t'as vu, ils foutent de bazar partout. Non. On a fait un rempart pour ne pas qu'ils viennent nous prendre la ville. Bon, tu vas bien Emmanuel ? Bah ça va très bien. Bon, je te présente Philippe Boyachi, l'écolo, voilà. Salut. Voilà, et puis Anna Guézard-Boicaz qui est journaliste, voilà, et dont c'est sa première aujourd'hui, cher Emmanuel. Bon, installe-toi. Voilà, je pense qu'il doit y avoir une chaise qui traîne quand même. Oui. Voilà. Bon, le temps que tout le monde s'installe, je vous rappelle, messieurs dames, que vous êtes bien en direct sur France Maghreb 2, évidemment, pour parler d'un sujet d'actualité qui nous fait réagir depuis maintenant hier. Avec cette question, l'Iran qui décide de reprendre l'uranium enrichi au-delà des autorisations fixées, vous en souvenez, par le fameux accord nucléaire de 2015 puis annulé en 2018 par Trump. Une raison supplémentaire pour envenimer les relations entre l'Iran et les États-Unis. Pensez-vous que nous sommes à l'aube d'une guerre? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2, et vous êtes majoritairement dire non, que vous ne pensez pas que on est à l'aube d'une guerre avec l'Iran donc qui décide de outrepasser les accords et surtout de mettre face à leurs contradictions et j'allais dire face aux promesses des Européens, de les mettre face à leurs responsabilités en leur disant voilà, maintenant c'est peut-être le temps d'agir. Philippe, la guerre, tu la crains ou pas? Écoute, si j'étais pessimiste, j'y pure. Mais je suis optimiste. Rappelle-toi, il y a un an, je me rappelle très bien des tweets de Donald Trump qui disait attention, la Corée du Nord, on arrive. Et la réponse de la Corée du Nord, c'est quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Et il y a quelques jours, je tiens à rappeler quand même aux auditeurs et aux auditrices que Donald Trump, le président de la première puissance mondiale militaire et économique et des hamburgers, a traversé cette fameuse ligne de démarcation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc c'est bon. Ça veut dire qu'ils font pharaon. Ouais, ils font pharaon. Le mec, il est en élection présidentielle et donc il a besoin de bomber le torse. Et puis en même temps, il a besoin de faire monter le cours du pétrole parce que sinon le gaz de schiste, le fameux pétrole bien polluant, parce qu'il faut il faut des produits bien chimiques. On en parlera avec les potes du modem pour pouvoir l'extraire avec les fameux sables bitumeux. Du coup, si le cours du pétrole augmente, le gaz de schiste est plus intéressant à produire et à fabriquer au niveau économique. Si le cours du pétrole descend, personne va t'acheter ton gaz de schiste. Donc, quelque part, j'y vois quand même l'ombre d'un gros billet vert derrière tout ça. Oui, absolument. Alors, Anna, sur la situation, est-ce qu'il faut craindre une guerre ou alors t'es plutôt du côté de Philippe en disant bon, pas d'inquiétude, Trump fanfaronne de toute façon, donc il y aura pas grand-chose et tout cela va rentrer dans l'ordre. Moi, je suis des provocations de toutes parts, en fait. Moi, j'aimerais bien croire Philippe, mais le problème, c'est que je ne suis pas pessimiste, mais je suis une grande stressée. J'ai peur, comme beaucoup de personnes, comme des millions de personnes, que ce soit que ce soit les citoyens iraniens ou même les Américains. J'ai peur des retombées, surtout connaissant la personnalité de Trump. C'est un homme imprévisible, qui est capable de tout, qui a énormément de pouvoir. On ne sait pas du tout de quoi il est capable, d'autant plus que, comme a dit Philippe, il est en campagne. Donc pour vraiment se faire réélire, pour gagner des voix, il est capable de tout. Après, il y a peut-être une forte probabilité, depuis que les États-Unis ont lancé des cyberattaques contre la République iranienne le 20 juin 2019, selon le Washington Post, les cyberattaques visaient des ordinateurs servant à contrôler des lancements de missiles et de fusées. Selon plusieurs médias, l'attaque visait à frapper un réseau d'espionnage chargé de surveiller les passages de navires dans le détroit d'Ormuz. Oui, on s'en souvient. Voilà. Après, nous savons tous que les guerres du futur seront dans le cyberespace de façon privilégiée parce que on peut faire de très gros dégâts sans toucher aux vies humaines.
On peut pas savoir du tout comment il va réagir. Trump, en tout cas, il est capable de tout. On espère qu'on va pas en arriver là, parce que s'il déclenche une guerre, les Iraniens ne vont pas se taire non plus. Ils sont pas, ils sont pas faciles. Ah bah l'Iran n'est pas l'Irak. Hein. Ouais, exactement. Emmanuel, pas d'inquiétude non plus? Ah bah moi pour le coup je vais rejoindre plutôt Anna en étant un petit peu plus anxieux et un peu plus stressé puisque pourtant c'est pas le genre chez vous, et madame. pourtant c'est pas notre genre et puis même particulièrement mon genre du tout. Ça n'empêche que je me dis quand on a vu la guerre en Irak démarrer ou se profiler à l'horizon, personne n'y croyait. On pensait vraiment que ça allait pas se faire et que finalement il y avait pas vraiment de raison de stresser. On s'est dit pareil pour la Libye, on s'est dit pareil pour la Syrie, et quand on voit le résultat aujourd'hui, on se dit bon, peut-être qu'il serait quand même temps de réfléchir et d'essayer d'anticiper des éventuels débordements et des cavalcades solitaires des États-Unis comme ça a pu être le cas en Irak. Il y avait quelque chose de bien dans le discours de Barack Obama, même si je vais pas lui lancer des fleurs, mais il y avait quelque chose de bien, c'était d'instaurer un dialogue. Peu importe ce qu'on pense du personnage, je pense qu'aujourd'hui la situation qu'on rencontre entre l'Iran et les États-Unis, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est rompu. Il y a vraiment une cassure entre les deux nations. Comme on disait tout à l'heure, l'Iran est un grand pays avec une histoire, avec un peuple assez fier, et donc voilà, faut pas non plus jouer avec l'ego des personnes. Bah oui. Derrière, voilà, c'est quand même des gens, et puis moi je suis un vrai partisan de la paix, et je me dis que les tensions viennent d'un pays ou de l'autre, le plus important c'est vraiment qu'on puisse maintenir la paix et que chacun mette un peu du sien pour qu'on puisse rester sur cette paix. Je vais tenter d'expliquer un petit peu à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent et qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, en rappelant aussi que les auditeurs peuvent nous appeler comme d'habitude pour donner leur avis qui nous intéresse plus que jamais. Ils peuvent le faire et ont toute liberté ici au 01 40 33 9000. Sachez, et avant toute chose, que les centrifugeuses tournent à fond en Iran, les centrifugeuses qui enrichissent l'uranium. Téhéran a annoncé, c'était à la mi-journée, avoir dépassé le seuil d'enrichissement de 4,5%. Alors pas de quoi, loin de là, pouvoir fabriquer une bombe atomique, mais c'est au-delà en tout cas de ce qu'autorise l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, signé en 2015 et dénoncé il y a un peu plus d'un an par les États-Unis. Les Iraniens ont donc mis leur menace à exécution et ils haussent le ton. Téhéran a décidé de jouer à la surenchère au lendemain de sa décision de ne plus respecter le seuil de 3,67% pour l'enrichissement d'uranium, malgré les condamnations des produits européens, des États-Unis et évidemment d'Israël. Si les Européens ne tiennent pas leurs engagements, notre troisième pas dans 60 jours sera encore plus fort, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères en réaction à la position des pays européens qui ont condamné la décision de Téhéran et ont demandé à l'Iran de faire marche arrière sur l'enrichissement uranium. Les Européens avaient promis, Philippe, d'aider l'Iran. Les Européens laissent l'Iran un petit peu dans la mouise, ce qui fait qu'aujourd'hui l'Iran met les pays européens face à leurs responsabilités. Complètement, et c'est là où tu vois qu'il y a une vraie incohérence dans l'Europe qu'on veut faire, parce que cette Europe-là, elle doit être forte face à la Chine, face à la Russie, mais aussi face aux États-Unis. Et dans l'accord qui avait été signé, les Européens accompagnaient, suivaient, vérifiaient, contrôlaient. Les Iraniens avaient semble-t-il en tout cas jamais mis de veto ou de problème en tout cas aux délégations européennes qui intervenaient, et la France avait vraiment un rôle majeur dans cette histoire. Faut juste rappeler le taux par rapport à l'enrichissement, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Ouais. Plus votre taux est élevé, plus vous arrivez à la production d'une bombe atomique, une bombe nucléaire. Alors je t'arrête 2 secondes parce que c'est intéressant, parce que le porte-parole de l'organisation iranienne de l'énergie atomique a été plus précis en affirmant que l'Iran pourrait augmenter son niveau d'enrichissement à 20%. L'Iran demande aux pays européens donc d'appliquer leurs promesses et de prendre des mesures concrètes pour permettre à l'Iran d'exporter son pétrole et d'avoir des relations bancaires et commerciales normales avec le reste du monde. Complètement. L'économie iranienne, faut-il le rappeler, est étranglée de plus en plus par les sanctions américaines, et Téhéran demande aux Européens des actions concrètes
Dans ces conditions, en tout cas, l'Iran a annoncé la visite dans les tout prochains jours du conseiller diplomatique du président français Emmanuel Macron pour tenter de faire baisser les tensions. Je ne sais pas d'ailleurs s'il va y arriver, mais quoi qu'il en soit, voilà, enrichissement de 20%, c'est ce qu'ils ont, voilà, sont prêts à aller, voilà, jusqu'à 20%. Oui, bon, il faut quand même une grande technologie pour y arriver. On est aussi dans un jeu de poker menteur, ah, bien sûr, où on essaie de faire monter la pression. Il est vrai, et ça, je pense qu'il faut le reconnaître, que les sanctions infligées par les États-Unis unilatéralement en plus, c'est-à-dire que c'est pas des sanctions décidées à l'ONU, parce que l'organisation qui est souveraine dans le monde, enfin pas souveraine, mais qui a quand même une instance pas que délibérative ou consultative, mais qui a aussi des résolutions qui ont été prises à l'ONU et qui sont régulièrement violées par certains pays qui se disent avoir l'armée la plus morale du monde. Je voudrais dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu leur laisses comme alternative? Bah, ils sont obligés de monter les enchères. Et là, nous, on a beaucoup à perdre, nous les Européens, sur cette histoire. Réellement. Donc il suffit à un moment donné, il faut aussi, c'est pas tout enfin j'ai vu Emmanuel Macron, notre président, être tout palo récemment lorsqu'il a accueilli Donald Trump, et cette question aurait dû être évoquée même en marge du G20. Surtout quand il est venu en France pour la commémoration du 75e anniversaire du débarquement. Ouais. Donc il faut profiter de ces occasions-là pour dire mais attendez, vous faites quoi là? Vous pouvez pas mettre un embargo étouffé des gens pour se dire de toute façon le peuple va se rebeller, ça va péter à l'intérieur, on va les aider à s'armer, etc. Et donc on va renverser un régime. On ne peut pas non plus à un moment donné faire l'ingérence tout le temps dans les pays parce qu'ils n'ont pas des politiques qui nous conviennent. Regarde ce qu'ils ont fait au Venezuela, regarde ce qu'ils font dans tous les pays où ils se mêlent des choses qui ne leur regardent pas et parce que la politique ne leur convient pas et qu'ils ont besoin de parts de marché. Et ben derrière les catastrophes qui existent, elles sont néfastes pour la région, elles sont aussi néfastes pour le reste du monde. C'est-à-dire que quand tu fabriques des bombes humaines, c'est pas Donald Trump qui va risquer quoi que ce soit, c'est tous les citoyens du monde qui vont se retrouver des cibles potentielles par rapport à des gens qui sont désespérés. Tu ne peux pas laisser décemment des millions de personnes, dont des femmes, dont des vieillards, dont des enfants, mourir. Ça suffit. Cette politique d'ingérence et cette politique de la terre brûlée parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut et qu'on n'arrive pas à vendre sa technologie, ses armes et prendre le pétrole à un prix défiant toute concurrence, ça suffit. Ça suffit, stop. On sera les premières victimes, nous en Europe, d'un exode massif si ça devait arriver. Donc moi j'en appelle à tous ceux et tous celles qui sont pas contents de voir des millions de réfugiés syriens à travers le monde. Ouais. Mais c'est lorsqu'on va foutre le bordel quelque part, bah les conséquences c'est la goutte d'eau qui tombe au milieu d'un lac, et l'onde qui se propage, elle est ultra violente et ultra dévastatrice pour le reste du monde, et on est les premiers concernés en Europe. En tout cas, les questions qu'on se pose. Pour toi, Philippe. Oui, oui, un petit peu, oui. Élection présidentielle. Les questions qu'on se pose et que l'on vous pose aujourd'hui, que peut-il se passer? Jusqu'où ira l'Iran? Ce sont quelques-unes des questions. Je vous donne quelques réactions quand même. Dernière réaction internationale, c'est la Russie qui se dit inquiète, qui appelle à la poursuite du dialogue. Et puis la Chine qui en profite pour dénoncer les brimades des États-Unis, brimades unilatérales comparées à une tumeur qui s'aggrave et qui génère des crises internationales. Les Chinois, ils en ont profité pour lancer un petit pic aux États-Unis. Bon, tout ça pour dire finalement que Emmanuel, ça monte d'un ton, ça redescend, ça remonte. C'est un petit peu un jeu de poker menteur finalement, ça, ouais. Non ? C'est complètement ça. Et puis, ce qui est dramatique derrière, c'est vraiment que on a des gens. C'est-à-dire que la situation, la crise que l'on traverse en Iran, c'est vraiment quelque chose d'économique, parce qu'on voit que les gens sont quand même en grande difficulté pour pouvoir vivre décemment. Et comme on disait tout à l'heure, ça va vraiment porter les fruits d'une bombe à l'intérieur du pays. Et ce qui est vraiment dramatique, c'est que toute la région est déjà instable. On a déjà une zone d'instabilité, mais qui est extrêmement importante. Alors, si on continue dans ce sens-là et qu'on ne fait pas l'effort de diplomatie, on va pas s'en sortir. Donc, on a une situation qui est instable et on veut rajouter de l'instabilité à tout ça. Je trouve que c'est vraiment pas décent de la part des Occidentaux de façon générale, mais plus particulièrement des États-Unis au travers de Monsieur Trump. Et là où je trouve que la démarche d'Emmanuel Macron est bonne, c'est qu'il veut réinstaurer ce dialogue. Il veut essayer de faire Mais qu'est-ce qu'elle pèse, la voix de la France, Emmanuel? La diplomatie française, c'est quand même... C'est plus grand chose, quand même, faut être honnête. Même, si. Et puis, bon, au niveau européen, on sait très bien que Emmanuel Macron a pas le pouvoir, mais en tout cas un certain pouvoir pour pouvoir discuter avec ses partenaires politiques et permettre une alternative. C'est vrai qu'il a placé Christine Lagarde. Non mais ça c'est énorme. Non mais sérieusement, je tiens à rappeler que quand même,
quand même, comme dirait un certain Manu, Christine Lagarde a quand même été condamnée dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Coupable mais pas responsable. Enfin, et à un moment donné, ça suffit, tu vois, cette consanguinité qui va... Ah bah oui, vous êtes tous propres, vous, chez les écolos, ça Bah, se saurait. Hein, vous êtes propres, verts, nickel. C'est ça. Bon. C'est ça. On s'est lavé avant. Non, Bon. mais non, sur ce coup-là, effectivement, faut reconnaître les qualités de Christine Lagarde. Moi, Oui. sur la compétence, elle a été une très bonne directrice du FMI. Je crois qu'on est tous d'accord Enfin, là-dessus. Ouais. Bon, après le FMI, on peut en dire ce qu'on Oui, veut. on hein, peut en voilà. dire ce qu'on veut, Ouais. c'est vrai. Oui, non. C'est un autre Ça a sujet. été hein. bien. Non mais d'accord, pour le non mais d'accord, c'est un autre sujet. Mais On parlait non, d'ingérence, là. oui, pas mal non ouais, plus, quoi. mais il est venu à plus d'une fois sauver quelques pays qui étaient à la limite de À quel la prix banqueroute. À quel prix, Philippe? Ah bah, évidemment, Ouais. bien sûr, mais t'aurais préféré quoi? Avoir des exodes massifs, des milliers, des centaines de milliers de morts, de déplacés, de réfugiés. Enfin, donc à un moment donné, le FMI, il peut avoir du sens lorsqu'il est dans l'alignement direct d'une Ouais. résolution de l'ONU ou dans une pour résoudre une crise humanitaire. Mais moi, ce qui me fatigue, c'est toujours à chaque fois coupable mais pas responsable. Bah oui, Tiens. ça, c'est évidemment. Ok, Anna. En fait, l'action prise par l'Iran, c'est une action qui ne signifie pas la fin de l'accord sur le nucléaire. Selon une source diplomatique du Moyen-Orient, il s'agit avant tout d'un avertissement vers la communauté occidentale. L'accord de Vienne a été conclu entre l'Iran et le groupe dit D6. Bon, pour ceux qui ne savent pas, la Chine, les États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie, Allemagne, après 12 ans de crise autour du programme nucléaire iranien. Par ce texte, l'Iran s'engage à ne pas se doter de la bombe atomique et à limiter ses activités nucléaires en échange de la levée de sanctions internationales qui asphyxiait son économie. Et là où je rejoins Emmanuel, parce que pour rappel, la population a davantage peur de la guerre économique de Donald Trump que de ses missiles. Les affaires sont basses dans le pays, les Iraniens ont moins d'argent et les touristes ne viennent plus selon les habitants. La majorité des touristes qui viennent encore en Iran ils préfèrent acheter des tapis à Isfahan ou je sais pas comment on est Isfahan ou à Shiraz. Ce qui fait qu'ils ont vraiment peur des répercussions économiques. D'ailleurs, la L'impression mosquée qu'ils n'ont d'Alger, vous savez que c'est un tapis d'Iran. Hein. La nouvelle mosquée. Qui nous a coûté 1 million Qui nous a coûté 1 million et qui a été bon à foutre à la poubelle parce qu'il a été bouffé par les rats et compagnie. Donc voilà. Ouais. Bah oui, voilà. Alors bon, bah Ah, écoutez. ça, du coup, c'est pas la faute de ceux qui l'ont installé. Non, non, absolument pas. Les rats, Ni de la qualité du tapis. Bien. C'est Non, non, la bien, faute. au contraire. Non, c'est la faute d'un chantier qui a traîné et qui Ah traîne ouais. encore. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Bon, ça c'est un autre sujet. Bon, dans un instant, on va changer de sujet et on laissera nos auditeurs évidemment s'ils souhaitent revenir dessus nous appeler au 01 40 33 9000. En tout cas, de continuer à répondre à cette question. Sommes-nous à l'aube d'une guerre? Vous y répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. C'est le bordel entre Macron et les profs. Ils ont pas du tout, mais alors du tout apprécié la dernière sortie du président français. On le verra dans le zapping. Voilà, on va se régaler un petit peu. Info zappé aussi, et puis on parlera de la République en marche, qui est en train de désigner ses candidats, notamment pour Paris et pour Lyon, au municipal. Sauf que Macron est appelé à trancher. Est-ce que c'est son rôle? C'est la question qu'on se posera tout à l'heure. Sans oublier tout à l'heure le quiz en fin d'émission. Je rappelle que le champion du quiz n'est autre qu'un centriste comme toi, Emmanuel. Il s'appelle Abdel Salamitash, le grand patron du quiz du LGF pour l'instant. C'est vrai. Philippe, il a essayé, vrai. mais il s'est fait à chaque fois dégommer. Ouais, 3 Voilà, fois. 3-0 fois. pour... Oui, absolument. Bon, le quiz du LGF que Anna va découvrir tout à l'heure, évidemment, c'est une partie de cette émission pour se détendre à la fin, tranquillement. Soyez les bienvenus, c'est France Maghreb 2 avec Anna Guézard-Boicaz, Emmanuel Michael et Philippe Bouriachi. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, tout va bien. Ça s'appelle le Grand Forum et on est là tous les jours, mes amis, entre 16h et 18h avec aujourd'hui pour nous accompagner Anna Guézard-Boicaz, Monsieur Emmanuel Michael, le patron du Modem 95. Il y a notre centriste Abdeslamitash qui a dit je vous écoute. Hein. Attention, les gens du centre, ça c'est un petit message à Bouriaki. Ouais, les centristes sont de la culture, fais gaffe. C'est toujours le même problème dans les sectes. Ils sont obligés d'être tous ensemble. Faire Oh là le pire. là. Oh, je Oh plaisante, là je là. plaisante. Ça s'appelle J'adore de le centre. l'entraide, Non, j'adore le centre. C'est franchement quelque chose de très bien. Ça serait bien qu'ils s'enlèvent de là où ils se sont mis là, avec l'autre secte là.
celle qui va désigner, tu te rends compte, mais l'histoire là que tu me dis, Macron, c'est lui qui va devoir trancher. On en parlera tout à l'heure. Pour Paris et pour Lyon notamment, pour Lyon. Il a déjeuné avec Colomb et il a petit déjeuné ce matin avec son adversaire. Dans la même journée. Ouais. Non, hier soir Colomb et ce matin son adversaire au petit déjeuner. Oh, il est fort. J'ai quand même un sujet à vous soumettre que j'avais pas prévu parce que ça commence à faire polémique quand je regarde sur Twitter. Les Algériens qui font la fête après la victoire de leur équipe nationale, ça crée beaucoup de questions avec des débordements, des jeunes qui sautent sur les bus, voilà, des gens très énervés de voir cela. Pour un match de foot, etc. Donc encore une fois, est-ce que on peut parler d'un comportement un petit peu déplacé au soir d'une victoire d'une équipe nationale? Alors ça va très loin sur Twitter. Ces jeunes en manque de repères culturels, ils savent pas s'ils sont français, algériens. Bref, on a pu tout voir. En tout cas, les comment dirais-je? Les fachos, on peut les appeler comme ça, la fachosphère, les identitaires s'en donnent à cœur joie contre les Algériens, les supporters, les pseudo-supporters algériens, comme il les surnomme. Emmanuel, ça t'évoque quoi tout cela? Bah moi ça m'évoque faut pas tomber dans les amalgames sur ça, puisqu'il y a des gens qui sont super contents, qui étaient devant leur télé, qui ont fait une super fête chez eux avec toute la famille ou tous les amis ou tous les voisins, et il y en a d'autres effectivement, mais que ça soit pour du sport ou pour autre chose, qui cherchent la moindre occasion pour pouvoir aller faire des débordements dans la rue. Et là à mon avis il y a deux choses qui sont complètement distinctes. C'est pareil dans toutes les grandes manifestations. Donc à mon sens c'est pas parce que c'est l'équipe de foot de l'Algérie qui a gagné, c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui veulent faire un peu de bordel, peu importe la raison. Et là, c'est vraiment deux choses différentes. Mais ça énerve Robert Ménard, par exemple, le maire de quelle ville d'ailleurs? Mais est-ce qu'il aime bien avoir des gens heureux, lui, tout simplement? Déjà, il aime pas le foot, et puis il aime pas les gens qui font la fête. Donc non, mais après, est-ce qu'on peut faire la fête sans emmerder les autres? Ah bah bien sûr, oui. Voilà. Majoritairement, je pense que. Est-ce que ça donne pas du crédit à la fachosphère justement que d'offrir un tel spectacle? Après, Christophe, il y a des intrus partout. Il y a des intrus qui ont manifesté ou qui se sont présentés lors des manifestations des Gilets jaunes, qui ont commencé à casser les pavés, à brûler. Par exemple, on parle du Fouquet, c'est quand même un lieu mythique. Il va réouvrir d'ailleurs. Bonne nouvelle. Et puis le 14 juillet, il va réouvrir. Non. Si. Ils sont énormes. Il y a happy hour ou pas? J'en sais rien, après on va négocier ça. Oui, voilà, donc ce sont des intrus malheureusement que sous l'emprise de l'alcool peut-être qui gâchent les bons moments des autres. Il y a aucun mal. Fêtons les bonnes choses, fêtons les victoires, laissons les gens vivre heureux et exprimer leur bonheur pour une fois, que les gens sortent pour parler de bonnes choses, pour crier leur joie, pour danser dans les rues. C'est ce qu'on veut voir des images comme ça. Tu te rends compte? Bon, Philippe, mais tu te rappelles pas est-ce qu'on a foutu le bazar à Orly hier soir? Mais pas du. Alors, Orly, laisse tomber, c'était l'enfer. Ah bon? Oh là 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 là. Non, mais Orly, ils ont rien fait du tout. Ah bon? Si tu veux, ce qui était très drôle hier à Orly. Il y a peut-être pas d'Algériens à Orly. Si, oh là là, il y en a un petit peu. Il y a aussi des Franco-Algériens. Non, ce qui était très drôle, c'est que Orly, la municipalité a organisé la Coupe d'Orly hier. C'était un tournoi mixte, intergénérationnel, etc. Toute la journée. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de monde. On se demande bien pourquoi. Mais surtout, à la fin de ce tournoi, il était clôturé par la retransmission de la finale de la Coupe du Monde États-Unis, Pays-Bas, finale Coupe du Monde féminine. Oui. Et à l'issue de ça, on aurait pu espérer voir les deux matchs de la CAN d'hier. Que nenni, on a mis un beau dessin animé sympathique, et donc en plus tu vois, c'était dans un endroit où il y avait de l'herbe, où il y avait des espaces, où ça aurait pu être hyper sympa, tu vois, surtout quand on organise un truc à 22 000 € autour du foot. Tu te dis toute la soirée va être festive et va être footballistique. Eh ben que nenni. Donc les gens ont regardé un petit peu chacun de leur côté. Je tiens à dire que sur Paris, c'était très compliqué quand même de regarder le match hier sur Paris. Nous on l'a regardé avec Rachid Alaf que tu connais. On l'a regardé sur une tablette, et puis après on est rentré vite fait chacun. Système DZ. Ah ouais, bah ouais, obligé. Bah ouais, parce que il y avait des problèmes de droit de retransmission et tout. Tu vois, ça. France Maghreb 2 l'a retransmis, mon pote. C'est pas vrai. Ah ouais, avec nos confrères d'RFI, exactement. Non. Bah si. Dis-oui là.
Ben voilà. Voilà. Eh ben, on a raté, on savait pas. Est-ce que vous avez retransmis tous les fallait matchs mieux communiquer sur, Voilà. sur ça. Oh, je m'en veux. Ben voilà. Tant pis pour toi, mon vieux. Ceci étant, donc, vous pouvez nous appeler, hein, pour vous, peut-être qui avez été manifester votre joie hier soir, que ce soit sur les Champs-Élysées ou ailleurs. Si vous êtes du côté de Marseille, je suppose que le Vieux-Port a dû être Ah mais hier c'est le feu. Moi j'ai vu Voilà. des vidéos sur Marseille. Par contre, il est vrai, il faut pas se leurrer que il est pas normal que certains, pour manifester leur joie, leur contentement, etc., montent sur des bus, montent sur des voitures, font des roues arrière en scooter dans les rues au risque de leur vie, mais surtout au risque des badauds et des passants qui n'ont pas demandé à être fauchés par une bécane, être fauchés par une voiture. Et ça, de toute façon, que ça soit pour hier ou pour n'importe quelle liesse. Moi, je me rappelle très bien pour la Coupe du Monde de. Vas-y, Anna. Non, vas-y. Pour la Coupe du Monde, la victoire, la deuxième étoile de la France, c'était partout en France et pas que dans les quartiers. D'ailleurs, le maire à l'époque avait interdit la diffusion des matchs algériens dans les cafés ou dans les bars. Non, mais là, ça va loin. quand même. Quel maire? Je me rappelle plus c'était il s'appelait comment à l'époque, le maire de Paris. Ah, Il non. avait interdit. Ah bon Ah oui. Je me souviens lorsqu'on avait le match contre l'Égypte, contre notre camp, vraiment mon confrère. Bah, c'était Delanoë. Delanoë, il a fait ça. Il a fait ça, oui, et c'était très très difficile de trouver. À part, C'est gentil, nous on ça. a trouvé un restaurant tenu par un Kabyle, un Algérien Kabyle, Ah oui, c'est rebelle. qui nous a dit. Je le fais même s'ils viennent me fermer. Je diffuse le match même Respect. s'ils viennent me fermer le restaurant. Et c'est là où on l'a regardé. Mais dans les rues, dans les pubs spécialisés, vous savez les pubs là qui diffusent des matchs sportifs. Et ben c'était c'était un décret. Hein, c'était interdit de diffuser le match par crainte De débordement. de débordement. Oui. Ouais, parce que bon, il y avait le feu entre l'Égypte et les C'est vrai Algériens qu'il aussi. Il y a eu une période, hein. c'était compliqué. On Bah, a un enterré peu la hache compliqué. de guerre. Hein. Ah, je sais pas si la hache de guerre a été enterrée quand même. Je rappelle que les Égyptiens sont farceurs, hein. Ils ont oublié le drapeau algérien parmi les présentations. Ouais, Ah. Arrête d'allumer le feu, de rallumer le feu. Pour le Maroc, ils ont un peu oublié la partie Sahara occidentale sur la carte. Ils sont blagueurs, nos amis égyptiens. Bah, ça Ouais, leur a valu une élimination. Allez hop, Voilà, c'est ça. retour à la maison. C'était samedi soir d'ailleurs. Les Bafana ont gagné et ont éliminé l'Égypte. Et puis prestation aussi de Madagascar. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans le journal du Mondial que j'aurai l'honneur de vous présenter évidemment. Mais pour l'heure, un petit tour du côté du zapping. Le zapping, c'est quoi? Eh ben, c'est les petits moments qu'il ne fallait pas rater à la télé et à la radio. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça veut Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est Lui donner une possible? bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre étalon. Alors, dans le zapping, et pour commencer, à ne pas louper évidemment, Emmanuel Macron, le président de la République, s'est exprimé à propos de la grève des profs. Il en a profité pour remettre tout le monde à son devoir. Enfin, essayez en tout cas, sachez en tout cas que les profs sont pas du tout, mais alors du tout, contents de ce qu'il a dit. Très clair dès le début. Il a aussi été très clair sur les règles du jeu. Il a appelé tout le monde au devoir, il a été très clair sur les règles du jeu et ses notes provisoires et les règles après correction des copies. Donc les choses sont sous le contrôle. Et je pense que le ministre a eu la bonne réaction. Moi, je respecte chacune et chacun. Je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale. Mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. On a des droits. Tout le monde a des droits, mais on a des devoirs. Et notre devoir à tous, c'est que quand il y a un examen qui est attendu avec angoisse et qui vient sanctionner la fin des études secondaires et l'entrée dans la vie universitaire ou la suite, notre devoir à tous, c'est d'être au rendez-vous et c'est de faire ce qu'on doit faire. Voilà. Le reste, il peut y avoir des désaccords. Il y a évidemment le droit de grève, de manifestation. Ils sont préservés, j'y tiens beaucoup. Et je dis avec beaucoup de respect pour toutes celles et ceux qui expriment ces désaccords. Mais en aucun cas, ces désaccords ne peuvent se faire en prenant en otage nos jeunes et en le faisant dans un moment qui est toujours un moment d'angoisse et extrêmement important pour leur famille. Donc je veux les rassurer, les choses sont sous contrôle, ils ont eu des résultats pour certains, quelques-uns provisoires, c'est une toute petite minorité. Les choses sont sous contrôle du ministre et elles seront bien faites parce que 99% de toute façon de toutes celles et ceux qui font chaque jour l'éducation nationale ont ce sens du devoir. Et je le dis là parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques et je rappelais chacun à cette exigence. Mais chaque jour, la République, elle se tient aussi parce qu'on a des enseignants qui, de la maternelle
jusqu'au supérieur, parfois dans des conditions difficiles, avec des rémunérations, je le sais, qui ne sont pas satisfaisantes, et c'est un chantier qu'on veut ouvrir, et avec des conditions matérielles qui sont parfois très dures, sont là, enseignent, éduquent, apprennent les savoirs fondamentaux, les valeurs, accompagnent nos jeunes. C'est le plus beau métier. Le métier, justement, d'enseignant, d'instructeur, de maître d'école. C'est le plus beau métier. Donc je ne veux pas le laisser non plus remettre en cause, salir, écorner. Il est essentiel, il rejoint beaucoup de choses qu'on s'est dites depuis tout à l'heure. Alors c'est le mot otage que les profs n'ont absolument pas apprécié. Emmanuel, est-ce qu'il a encore, Emmanuel Macron, j'allais dire, été maladroit? Je pense que c'est vraiment une formule. C'est une formule. Je pense pas qu'il voulait vraiment parler d'otage dans le sens physique du terme. Pourtant il l'a dit. Oui, mais pas physique du terme. C'est plus otage dans le sens où effectivement les parents et puis les élèves sont dans cette attente, dans l'attente de leur copie, des résultats pour les inscriptions, pour tout ce qui va avec, tout ce qui va après le bac. Donc c'est dans ce sens-là qu'il a parlé d'otage. Après effectivement, si on se base uniquement sur le mot otage, oui, c'est vrai que ça outrepasse un petit peu le contexte, mais ça n'empêche que je pense que ces mots sont assez justes, de dire que les parents, les enfants ont besoin quand même de savoir les résultats et de savoir comment vont évoluer les choses. Après, il y a aussi un point qui est important à mon sens, c'est que l'éducation nationale doit être réformée d'une certaine façon et qu'il a raison de le faire. C'est des chantiers qui sont certes compliqués, mais les professeurs, en fait, il faut qu'ils se rendent compte que leur métier a évolué, qu'il doit évoluer, qu'il n'est plus le même que dans les années 30, dans les années 40. On est vraiment sur autre chose, là. Mais sur autre chose, l'éducation, comme tout autre ministère, comme toute autre mission de l'État, doit évoluer. Anna, est-ce que le président a raison d'essayer de remettre tout le monde à sa place, et en rappelant quand même que c'est pas bien de prendre en otage des gamins pour régler ses conflits avec sa hiérarchie? Eh bien, lorsque le président Macron a les profs sont scandalisés quand Macron parle de prise d'otage à propos des retenues de copie du bac. À l'Obs, on peut lire, en utilisant le terme prise d'otage, non seulement vous associez les fonctionnaires de l'éducation nationale à des terroristes, mais en plus vous insultez les victimes. Ouais. En fait, j'essaie de faire une petite revue de presse, de lire. Je lis beaucoup de réactions sur Twitter. Par exemple, Monsieur Macron, je suis un des rescapés de l'attentat du Bataclan et j'ai été parmi les profs grévistes qui ont retenu notes et copies. Votre emploi de l'élément de langage prise d'otage pour cette grève me scandalise et me blesse. On attend vos excuses. Écrit également un enseignant. En fait. Voilà, écrit également un enseignant sur Twitter. Donc ça a vraiment choqué. Ça a choqué la population. Tu comprends là que ça a choqué ou pas? Oui, oui. Ouais. Après, vous savez, moi j'essaie toujours de voir le verre à moitié rempli. Je m'arrête pas devant les mots, vous savez, il y a des choses, il y a des problèmes beaucoup plus importants dans la vie, beaucoup plus graves qu'il faut traiter, dont il faut en parler. On ne devrait pas s'attarder devant. Peut-être qu'il a même pas calculé, il a même pas. Voilà, peut-être que ce n'était même pas. Genre, je ne comprends pas que ça prenne toute cette envergure et que ça. Emmanuel Macron, il est dans la division. Voilà, effectivement, et c'est légitime, lorsque tu dis à des parents, écoutez, vos vacances, vous allez gentiment les décaler parce qu'on n'a pas les copies de vos enfants, et qu'il y a effectivement cette histoire de stress, mais l'histoire de stress du passage du baccalauréat, elle est là le jour où t'as rendu ta copie. Une fois que t'as rendu ta copie, t'es impatient d'avoir le résultat ou pas pour savoir si tu vas en rattrapage. Maintenant, il faudrait savoir qui prend en otage en vérité. Est-ce que c'est les profs qui prennent en otage ou la sourde oreille du gouvernement et du président de la République? Non, mais c'est toujours facile de jeter l'opprobre sur celles et ceux qui font valoir leurs droits, parce qu'en plus il dit, c'est antinomique ce qu'il raconte. Il dit non mais je suis pour le droit de grève, je suis pour le droit de manifester, mais quand même pas aujourd'hui, après-demain, peut-être même dimanche entre 16h et 18h, ça nous arrangerait tous. Mais une grève ça n'arrange pas les gens, y compris ceux qui font grève, puisqu'ils perdent des deniers. Ouais, mais ils emmerdent qui là quand ils font grève? Quand en 36 les copains et les copines ont fait grève pour qu'on ait des congés payés, qu'on ait la sécurité sociale, qu'on ait la retraite, ça emmerdait qui?
Franchement, à un moment donné, il faut arrêter de retourner le fusil contre les pauvres petits qui font valoir leurs droits. La prise d'otage quand même si c'est maladroit. Mais c'est ça ressemble quand même parce que sur les gamins. C'est pas ça une prise d'otage. Pardon, c'est pas ça. Une prise d'otage. Ce sont des gamins qui passent le bac et tu sais comme moi que quand on passe le bac, on est en plein stress. Mais évidemment. Et que d'utiliser, j'allais dire, le stress des gamins qui sont en attente de leurs résultats. Moi, je trouve pas ça joli, quoi. Non mais pardon. Non mais alors, ça veut dire que pendant l'année, lorsqu'ils font grève, ils permettent pas aux gamins d'avoir les ressources nécessaires. Il y a d'autres moyens de faire grève. Mais laquelle C'est comme la SNCF quand ils font grève, ils emmerdent qui? Les usagers, ils emmerdent pas le gouvernement. Mais non mais justement, qui est responsable à la base de cette grève? Franchement, entre nous, qui est responsable? Sarkozy disait il y a pas longtemps, quand les gens font grève dans ce pays, plus personne ne s'en aperçoit. Ouais, d'accord, évidemment. Oui. Et on le voit d'ailleurs. La preuve que non, puisque vous vous sentez dérangé par la grève lorsqu'il y a grève. Vous devriez pas être dérangé puisque personne ne le voit. C'est une petite minorité. Moi, je trouve ça en fait. Moi, je veux dire après, on peut en discuter ensemble. Après, si on fait la grève pour tout et n'importe quoi, ça n'a plus la même valeur. Non, mais peu importe des valeurs. Alors, je veux dire, ça n'a plus le même effet. Alors, demain, Anan, tu travailles, t'as signé un contrat sur des conditions qui sont peut-être avantageuses ou pas, j'en sais rien. Parce que quand tu travailles en horaire décalé, quand tu pars, moi j'étais machine receveur à la RATP. Donc je vais vous dire comment ça se passe les vacances à la RATP. Une année tu as juin, l'année suivante. Non, je vais pas pleurer. C'est-à-dire que j'ai signé en connaissance de cause. D'accord? Une année t'as juin, une année t'as août, l'année suivante t'as septembre et l'année d'après t'as juillet. C'est-à-dire que si la boîte de ton épouse ou ton compagnon ferme chaque année au mois de juillet ou au mois d'août, tu pars une fois tous les 4 ans. Je t'explique, il y a 75% de divorces à la RATP, 30% de suicides et tentatives de suicide. Donc ne regardez pas juste le côté positif. Ouais. Tu leur fais de la mauvaise pub là. Personne ne va postuler. Mais je parle de la réalité, et y compris dans la police, et y compris dans l'enseignement, et y compris lorsque. Comment ça, l'enseignement? Dans l'enseignement, mais tu te rends pas compte le travail qu'il y a à l'extérieur, lorsque tu dois rédiger, lorsque tu dois préparer, lorsque tu as des causes très difficiles d'enfants. Toutes les 7 semaines. Mais c'est pas vrai, c'est faux, c'est un mensonge. Comment ça, ils ont un break. Attendez. Excuse-moi Philippe, mais les gens qui sont en chômage te diront au moins eux ils ont un travail. Ah d'accord, donc c'est leur faute, qu'ils ont un travail. Et qui s'estiment aussi heureux d'avoir un travail. Mais non, mais justement, on a beaucoup d'avantages ici en France et au lieu. C'est pas des avantages, ce sont des acquis, c'est-à-dire qu'il y a des femmes et des hommes qui sont battus pour ces acquis. Alors moi je propose une chose. Anan, t'as combien de congés payés par an? Je n'ai pas encore. Voilà, c'est pour ça qu'elle est rageuse comme ça. Je commence à travailler. Tu commences. Mais est-ce que tu trouves légitime ou pas les congés payés? Est-ce que tu trouves que c'est légitime ou pas d'avoir 5 semaines pour se ressourcer? Oui, on parle de 5 semaines. Les profs, ils en ont combien? Attends. Non, mais combien? Dis. Mais est-ce que... Mais Christophe, franchement, c'est vraiment dégueulasse. Remets-moi de l'ordre dans tout ça. C'est vraiment dégueulasse. Je vais te dire pourquoi. Non, réponds Christophe. Ils ont plus de congés. Je connais pas moi les lois françaises. Ils ont plus de congés. Ils ont plus de congés. Mais je vous invite. Moi, je fais des sorties scolaires avec mes enfants. Je vous invite à passer une journée dans une classe. Et vous allez voir à la fin de la journée dans quel état vous êtes. Et si vous voulez avoir des gens performants, des gens qui puissent enseigner, des gens qui soient pas déprimés, parce que c'est quelqu'un qui est déprimé qui enseigne aux enfants, c'est pas terrible. Et il faut aussi, de temps en temps, qu'ils aient des périodes où il peut se ressourcer. Mais, quand il y a des conseils d'école, quand il y a des conseils de classe, quand il y a ceci, quand il y a les kermesses, les machins, les trucs et tracs, c'est en dehors de leurs heures et qu'ils sont pas payés, lorsqu'ils vont à la maison et qu'ils fournissent du travail supplémentaire pour corriger les copies, parce qu'ils les corrigent pas en classe, lorsqu'ils préparent le travail, ça aussi, ça vient pour toi, impacter. Tu sais que tu parles à quelqu'un qui est en train de faire du marteau-piqueur du matin au soir et qui lui a 5 semaines de congé, tu viens lui dire que mettre le prof c'est dur. Ok, c'est dur, mais ça va non plus, vous êtes en vacances cette semaine les gars, vous avez 2 mois de vacances cet été. Mais c'est pas ça qu'il faut voir, Christophe. Moi, c'est ce que je vois, moi. Non, mais pourquoi vous nivelez pourquoi vous nivelez pour le bas? Regarde, moi, je t'explique. Moi, je suis micro-entrepreneur. J'ai pas de vacances. Moi, j'estime qu'on ne devrait pas avoir de vacances dans ce pays. Pourquoi on en a des vacances? En Chine et en Japon et aux États-Unis. Non, c'est pas le diktat. C'est que je vous dis, il faut niveler par le haut, pas par le bas. Vous êtes là en train de me dire, ah ouais, mais c'est pas normal. Moi, j'ai 5 semaines. Eux, ils en ont plus. C'est dégueulasse. Pourquoi vous battez pas pour en avoir plus? Bon, tiens, il y a Itache qui est là. Salut Itache. Salut, moi, Abdeslam. Je m'en vais. Bonjour les amis. Alors, je suis en voiture. Je viens de me garer. J'ai bondi de mon siège et c'est pas à cause des dodanes. C'est mes parents. Le discours de Philippe m'a fait appeler. C'est juste pas possible.
de prendre la défense comme ça d'enseignants qui prennent en otage, et je pèse mes mots, qui prennent en otage et qui disent si vous ne nous satisfassez pas, je sais pas comment le composer, vous n'aurez pas les copies. C'est scandaleux de se conduire de cette manière-là. Ensuite, Philippe, je dois te rappeler, alors Christophe disait cette semaine, c'est 6 semaines. Ils travaillent 6 semaines et ils ont 2 semaines de congé. Et l'été, ils ne se posent pas la question à savoir s'ils prennent le mois de juillet ou le mois d'août. Ils prennent le mois de juillet et le mois d'août et ils sont salariés pendant ces 2 mois-là. Donc faut juste Comment ça, c'est faux? C'est faux. C'est pas faux. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que les enseignants travaillent, les enseignants travaillent encore cette semaine. Bouge pas. On a la préparation des cours, on a la correction des copies. Sauf que ça, ils le font chez eux. Moi, je suis pour qu'ils fassent 35 heures. Donc, correction de copies et préparation de cours intégrés, bien sûr, mais qu'ils fassent les 35 heures dans leur établissement. Et vous verrez une chose, c'est qu'il n'y a aucun enseignant qui fait 35 heures par semaine. D'accord? Et ils sont très loin d'avoir à supporter la vie pénible, comme tu disais Christophe, d'une personne qui travaille au marteau-piqueur ou le type qui travaille à la plonge dans une restauration collective et qui voit des plateaux arriver à la chaîne. Donc, faut juste arrêter et remettre les choses dans leur contexte. Non, mais ça veut dire que c'est la faute des enseignants. Alors, attends. Déjà, c'est un mensonge. Et qui joue avec l'émotion. Ils arrêtent pas. Je suis sûr que c'est un truc qu'il a enregistré, il l'a passé. Retient les copies, faire de la rétention, c'est pas professionnel. Bon, Abdeslam, Philippe a bondi, là. Oui, j'ai bondi parce que cette semaine, ils sont en prépa et donc ils sont en train de travailler. Ils reprennent une semaine avant. Donc, attends, Abdeslam, non, il faut quand même donner la véracité des choses, d'accord? Donc ils ont pas 2 mois de vacances l'été, ils ont 1 mois et demi. On peut considérer que c'est trop. Celui qui tape avec le marteau piqueur, il peut considérer que c'est trop. Non, ils ont pas Qu'est-ce qui empêche les uns et les autres vous savez qu'il y a 30 milliards d'euros qui dorment dans les caisses de la GESIF, du fonds GESIF. Qu'est-ce qui vous empêche de reprendre? Tu nous parles d'autre chose, là. Mais non, mais j'arrive. Moi, je te parle. J'arrive, j'ai pas fini. C'est fini, moi, t'as vu, je t'ai laissé dérouler. Mais non, mais ce qui est le plus scandaleux, c'est que vous voulez niveler par le bas. Alors que. Face à une corporation qui ne veut faire aucun effort. Strictement aucun effort. Parce qu'ils sont dans un tel confort que c'est juste scandaleux, c'est indécent de réclamer quoi que ce soit quand justement, t'opposes ces personnes-là aux personnes qui travaillent sous le soleil, sous la canicule, au marteau-piqueur ou qui sont dans la restauration collective, comme je l'ai précisé. Moi je propose qu'on fasse une proposition de loi pour dire que chaque gréviste doit être fusillé avec une vieille balle usagée parce qu'on est recyclé. Mais non, mais ça suffit d'utiliser des mots. La preuve que non, vous dites que lorsque les gens ils font grève, non, il faut pas parce que ça nous embête. Bah ouais, c'est le problème. Non, je vais pousser le raisonnement par là-dessus. Alors bouge pas, il y a ton patron qui va parler là, Emmanuel Michael. Mais moi je pense que si on prend le raisonnement en se disant par exemple, on prend un autre cas de figure, on prend les urgentistes qui ont fait grève également. Ça c'est autre chose, pardon. Excuse-moi, là par contre je soutiens cette grève moi. Mais moi aussi. Alors là pour le coup, moi aussi. Parce qu'eux ils sont vraiment dans la merde. Je soutiens ils sont vraiment dans des difficultés terribles. Mais quand on voit justement qu'il y a quand même un service minimum qui est opéré, qu'ils se sont quand même organisés dans cette grève là pour que ça pénalise le minimum possible les usagers. Les personnes qui sont obligées d'aller dans les urgences, qui n'ont pas choisi d'être malades ce jour-là, et en se disant ça tombe mal, je suis malade le jour où c'est la grève, je peux pas y aller. Eh ben non, heureusement ils se sont organisés. Alors là, dans l'enseignement, ça devrait être la même chose, c'est-à-dire que on sait très bien qu'il y a des revendications de chacun et il faut les avoir. Les revendications sont parfois justes et il faut pouvoir les mener, faire la manifestation comme le dit Emmanuel Macron, manifester, faire la grève, ok, mais ne pas pénaliser les autres. Le droit s'arrête là où le droit des autres commence. Attends. Si tu fais grève sans pénaliser qui que ce soit, la grève n'existe pas. Je voudrais qu'on arrête d'inverser la norme et surtout de s'en prendre à celles et ceux qui essayent tant bien que mal de faire valoir leurs droits. Qui est à l'origine de ce processus? Qui handicape et qui paralyse tout le monde? Ceux qui sont les décideurs. Les mêmes qui suppriment l'ISF alors que 30% du gouvernement sont millionnaires. Enfin, tu vois, rien à voir. Mais si, non, mais tu prends un élément de comparaison. Moi, je vais te prendre un autre élément de comparaison. Je veux dire par là. Ça n'a rien à voir avec la grève, pour le coup. C'est vrai que c'est pas. Ah, c'est sûr qu'ils font pas grève, les ministres, parce que tu supprimes l'ISF alors qu'ils sont assujettis. Ça, c'est non, mais pardon, ça n'a rien à voir. Non, mais je suis en train de te dire, mais tu me sors un élément de comparaison. Alors, je vais pas dire le mot absurde parce que tu es un ami Abdeslam et que j'ai reçu des menaces par message. L'élément de comparaison concerne la grève, justement. Et bien sûr, ça fait chier. Une grève fait forcément embêter ceux et celles qui sont en bas, parce que c'est ceux et celles qui sont en bas qui en souffrent.
parce que dans les grandes écoles privées, etc., ils ont pas eu trop cette galère. Mais, alors je suis pas là en train de faire la classe prolétarienne contre la bourgeoisie. Je suis juste là en train de dire que, in fine, si on remonte à la genèse d'un gouvernement qui fait le sourd, et ben à un moment donné, les gens sont pas contents. Et à quel moment ils vont faire grève? À quel moment ils vont alors je propose une chose. De toute façon, c'est réformable ce pays. Attends. Les profs. Je dis à tous les profs qui m'écoutent, on va faire une grève super intelligente. Ils sont partis en vacances, ils t'écoutent plus, ça y est. Mais si, ils nous écoutent. France Maghreb, ils vont écouter le podcast et ils vont regarder mon live Facebook. Je vous invite, puisque le gouvernement est très fort et qu'il arrive à nous manipuler et nous diviser et nous monter les uns contre les autres. Hein, ça c'est leur grande force. À partir de la rentrée, voici une grève qui va faire plaisir à tout le monde. Vous mettez 20 sur 20 à tous les mômes. Voilà, affaire réglée. C'est ça que vous voulez? Que vos enfants ils aient des notes qui correspondent pas vraiment au niveau qu'il a? Ben soyons sérieux. Donc à un moment donné... c'est déjà le cas en Seine-Saint-Denis. Hein. Pardon? Parce que quand les gamins sortent du collège ou du lycée, qu'ils arrivent dans l'universitaire, eh ben ils se rendent compte que pendant longtemps on leur a caché justement leur vrai niveau, et ils se rendent compte qu'il y a une vraie disparité de niveau. Donc ce que tu dis là, ça existe déjà, Philippe. Non mais ils n'en mettent pas 20 sur 20 à tous et partout en France. Non, parce que le niveau est tellement bas. Le niveau est tellement bas en Seine-Saint-Denis que voilà, tu sais qu'on peut être prof avec 6 de moyenne. Exactement. Ouais. En Seine-Saint-Denis, hein. C'est pas des conneries, hein, Philippe, franchement. Oui, je sais. Sans compter les vacataires. Merci, Mohamed Deslam, à mercredi, toi. Merci. Voilà. Je vous écoute. Le patron le lundi et l'élève le mercredi. Bon. Ils sont forts, c'est centristes, alors incroyable, franchement. Je suis admiratif. Rien à dire. 01 40 33 9000. Anna, on t'a pas entendu beaucoup parce que ces mâles, là, ils se sont trop exprimés. En fait, je ne maîtrise pas du tout le sujet. Je connais pas les lois françaises, pour être honnête, et je ne parle pas de choses que je ne maîtrise pas. Parfait. Je peux vous donner, par exemple, mon avis par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Pourquoi tout à l'heure, Philippe, je t'ai dit, il y a comme la France donne pas mal d'avantages aux citoyens, aux Français. Non, elle les donne pas. Hein. C'est des citoyens qui les ont acquis par des manifestations, par des rassemblements, et surtout au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, grâce au Conseil national de la résistance. Oui. En tout cas, par rapport à ce qui se passe aussi, que ce soit en Afrique, au Maghreb arabe, ou même chez nos voisins anglais. Là, je parle du congé, le chômage. Vous savez que le chômage, ils ont à peine 2 mois, et ils ont trois fois, ils passent à l'équivalent de Pôle emploi, et puis s'ils ne trouvent pas quelque chose qui les arrange, au bout de la 3e fois, ils sont obligés de prendre le métier que l'agence leur propose. Et après, vous savez, le chômage ici en France, on peut prendre 1 an de chômage, on reste à la maison, on est payé. Voilà, 27, voilà. Et puis, vous imaginez que ça, c'est pour un Anglais, c'est inimaginable. Ben, c'est pour ça qu'ils sont sortis du Brexit, hein. Moi, je français. Non, Anna, j'entends très bien ce que tu dis. Oui. Mais, franchement, le propre de l'être humain, c'est pas de niveler par le bas. On peut considérer que 27 mois, comparé à 6 mois en Angleterre, et le montant maximum, quoi que t'aies cotisé au préalable, c'est 350 €, on peut considérer que nous, on est des privilégiés. Mais on peut aussi considérer que leur politique, elle est inhumaine. Elle est injuste et elle laisse des millions de personnes sur le bas-côté. Alors, on a 2 choix de société. Ouais. Celle... Et là-dedans, et je comprends bien que dans celle que j'ai évoquée, il y a des gens qu'on peut qualifier de profiteurs, qui n'ont pas envie de travailler, qui profitent du système. Bien sûr qu'il y en a, mais je te rappellerai aussi que l'évasion fiscale en France, c'est 100 milliards d'euros, alors que la fraude aux prestations et à la sécurité sociale, etc., en est moins d'1 milliard d'euros. Donc voilà, tout est relatif. J'ai trouvé une prof qui est pas en vacances, elle s'appelle Salima. Bonjour Salima. Salam alaikum à tous les invités, Christophe. Merci de prendre mon appel. Alors, je ne peux m'empêcher de réagir à tout ce que j'ai entendu. Je vais commencer par les vacances. Alors, moi, j'invite toutes les personnes qui rêvent, voilà, d'avoir nos vacances et d'exercer notre profession, de venir sur le terrain, parce que je peux vous garantir que j'ai eu beaucoup de parents qui parfois nous accompagnaient simplement en sortie, qui étaient parfois estomaqués par le comportement des élèves en nous disant, mais mon Dieu, mais comment vous faites? Je ne pourrais pas exercer le métier que vous faites. Donc moi, j'exerce pas en lycée, j'avais exercé en lycée il y a très longtemps, en lycée professionnel. Je suis surtout au collège, donc évidemment au collège c'est transitoire, donc en termes de comportement, on fait beaucoup plus la police que dans certains lycées. Et je peux vous assurer que les vacances, on en a même plus besoin que nos élèves. Et ne pensez pas que nous dormons, parce que parfois les programmes changent assez régulièrement. Donc pendant les vacances, les cours, faut les renouveler, parce que déjà nous-mêmes, faut pas qu'on s'installe dans une
dans une routine. Ce serait très rébarbatif aussi. Et ces vacances, on en a vraiment besoin. Le métier est absolument épuisant physiquement, nerveusement. Et je prends l'exemple d'une jeune collègue qui auparavant exerçait dans le privé et qui s'était dit, pour avoir du temps pour m'occuper de mes 3 enfants, je vais devenir prof. Et une fois qu'elle a mis les pieds dans l'établissement, elle a réalisé à quel point c'était fatigant, surtout lorsqu'elle rentrait chez elle et que sa dose de patience et d'énergie avait été complètement pompée par ses élèves. Il fallait qu'elle s'occupe des enfants en rentrant à la maison. Donc il serait peut-être temps aussi de se débarrasser de tous ces préjugés, de toutes ces idées reçues concernant le métier d'enseignant, qui certes est un très beau métier, mais qui est de plus en plus fatigant. Et surtout, je tiens à préciser par rapport à l'exigence, tout à l'heure votre invité parlait des notes. Alors je suis tout à fait consciente de la baisse de niveau. Donc moi je sais qu'en termes d'exigence, j'ai toujours été très exigeante avec mes élèves, non pas pour m'acharner sur eux, mais pour qu'ils soient prêts, notamment lorsqu'ils arrivent en seconde pour l'anglais. Donc moi je me bats également contre ça, parce que nous avons des pressions de la part de la hiérarchie, qui elle-même a des pressions de sa hiérarchie. On nous demande de ne plus mettre de 0, on nous demande de bonifier, ou on nous demande d'arrondir les notes, etc. Salima, merci beaucoup parce qu'on est un peu pressé par le temps, mais en tout cas merci d'avoir donné, d'avoir apporté votre élément. Voilà, bon, pas totalement convaincu, mais je vous ai entendu déjà, c'est l'essentiel. Merci Salima. Mais justement, tu vas faire le test d'y aller une journée après on en discute. Non mais arrête. Bravo Salima, moi je suis admiratif de ce que vous faites. Ça va, c'est bon. Je connais des gens qui sont autour de moi qui sont profs, ils sont pas morts non plus. Faut arrêter. Non, pas encore. Non, tout va bien. On fait ce métier d'abord quand on est par passion. Sinon on le fait pas. D'accord. C'est comme la radio. Si je peux rajouter quelque chose. Non, tu peux rien rajouter, c'est la pub. Dans un instant, on est de retour très vite sur France Maghreb 2. On a pris un zapping. On a commencé avec Alex Extrait. On a passé 20 minutes dessus. Faut qu'on avance quand même un peu au bout d'un moment. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le grand forum ici, on parle vrai. On parle au peuple et avec le peuple sur France Maghreb 2 avec Philippe Bouriaki, notre écolo. Avec Emmanuel Michael, le patron du Modem 95. Tu y vas au municipal, Emmanuel? On est en train de travailler là, on a monté un collectif de travail, on va commencer, on commence doucement et en septembre on officialisera les choses. D'accord. Avec le soutien notamment d'En Marche, l'UDI bien sûr, le Modem. Et on espère justement pouvoir travailler également avec les Verts, puisque on est très proche d'eux sur beaucoup de points et on aimerait vraiment que cette ville se verdisse. Avec Anna Guézard-Boicaz qui est avec nous aussi. Bonjour. Journaliste qui découvre un petit peu tout ce beau monde. Oui. Voilà. Bon Anna, ça va, tout se passe bien? J'observe, j'écoute et j'apprends. Tout se passe bien? Tout se passe très très bien, merci beaucoup. T'es ici chez toi, tu le sais. Merci. Alors, on continue ce zapping avant de passer au journal de la CAN et avant de retrouver Bouriaki pour son avis tranché qui nous a préparé un petit truc sur le football féminin. C'est ça. Très bien. Il veut dire merci à la France qui a été éliminée. Alors, dans la rubrique sondage qui sert absolument à rien, j'en ai trouvé un bon du côté de la matinale de Bourdin chez RMC. Écoutez. C'est l'IFOP qui leur a demandé de se noter sur le plan physique de 0 à 10. En moyenne, note plutôt généreuse, 6,6 sur 10 pour la moyenne des Français. Tous, oui. La moitié des sondés d'ailleurs s'estiment assez satisfaits du corps. C'est plutôt dans le Grand Est que les habitants s'attribuent la meilleure note. Vient ensuite la Bretagne. En revanche, en Occitanie et en Bourgogne, c'est là qu'on se trouve le moins beau. Les hommes se trouvent plus beaux que les femmes, les ouvriers plus beaux que les employés et les plus âgés plus beaux que les plus jeunes. Et ben voilà, dans un sondage qui sert à rien, le voici quoi. Là, je pense merci IFOP. Le font. IFOP, tu vois, ils ont du temps à perdre franchement. Bon, allez, on passe très vite du coup. Rachida Dati, vous connaissez? Elle était l'invitée de Bourdin ce matin. Chez le confrère d'RMC et de BFM TV. Et pour elle, battre Anne Hidalgo n'est pas bien compliqué. Certains disent, pour battre Anne Hidalgo, il faut une alliance avec la République En Marche. Vous dites la même chose? Moi, je pense que battre Anne Hidalgo, c'est pas un programme en soi. Voilà. Oui. C'est facile. C'est facile. Oui, non, moi, d'accord, mais... c'est quand même l'essentiel. Est-ce que vous pensez qu'une union entre vous et la République En Marche, est-ce que je veux vous dire, non, vous auriez plus de chance ou pas? Les municipales, c'est de l'expérience. Ça requiert de l'expérience. Oui. Et moi, je veux vous dire, moi, je veux battre Anne Hidalgo parce que Paris, vous avez vu ce qui est devenu Paris en l'espace simplement d'un mandat. Paris s'est dégradé. Moi je ne connais pas une personne qui me dise « Oh, Paris s'est amélioré ou c'est formidable ». Les familles, ce ne sont que des contraintes. La sécurité, les vols à la tire ont explosé, les cambriolages ont explosé. C'est une ville qui n'a jamais été aussi sale.
On a vraiment des problèmes de mobilité. Il y a des problèmes évidemment de santé liés au stress notamment. Vous pensez que c'est une ville, que Paris mérite cela? Non, ça mérite mieux. Bah écoutez, je suis forcé de le dire, on n'a pas tort, non? Oui, c'est vrai. Quoi? Pas tort, Paris est dégueulasse, Paris. Comment ça, il est dégueulasse? Alors, c'est les attends, gens qui sont dégueulasses, Moi, je c'est pas trouve pareil. aussi que ça s'est dégradé pour. Non mais attends, Ah bah, évidemment. Philippe, quand t'es touriste, quand Ouais. t'arrives dans la capitale, tu Ouais. empruntes l'autoroute A1, tu arrives Ouais. porte de la Chapelle. C'est quoi Ouais. l'image? Ouais. Quoi? C'est quoi l'image? Bah, c'est l'image honteuse d'une Oui, France qui honteuse, devrait être bien plus, sûr. plus solidaire et plus humaine. Ouais. Pourquoi On laisse c'est des gens Anne Hidalgo parqués dans qui- les rues comme ça? Mais d'accord, mais pourquoi ça devrait être le problème d'une Les voies de ville? bus, c'est un Oui. véritable bazar, à tel point que d'ailleurs dans cette rue-là où nous sommes, on a supprimé, on a mis la rue en sens unique pour des bus, d'accord. Et c'est une petite rue quand même où il y a un passage extraordinaire et elle met un pagaille total. Elle veut dégager les voitures de Paris. Aujourd'hui, circuler en voiture à Paris, ça devient une catastrophe. Le périphérique qu'elle envisage de mettre à 50 km/h et 2 voies de circulation de chaque côté, c'est déjà un bordel sans nom. Et toi, tu le sais, Philippe, on est passé ensemble en moto, on voit le Bien sûr. bordel tout le temps. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Tu veux que je te réponde à un chiffre clé? Bah oui, réponds avec des D'accord. chiffres. Ouais. Bah, très simplement, 45 000 morts par an dus à la pollution. Donc il faut privilégier d'autres modes de transport. Bien évidemment, ça ne peut pas se faire à l'échelle uniquement de Paris. Tu dois mettre la métropole, les territoires, les départements, la commune de Paris et la région et l'État. Si ils ne s'assoient pas tous à la même table, chacun va faire de son côté et chacun va faire la solution qui juge bon de ce côté. Et la solution qui juge bon de ce côté n'est pas forcément la bonne à l'extérieur. Prenons un exemple très simple. Si tu veux ne pas venir en véhicule à Paris, pour te garer à côté de chez toi dans les villes de banlieue, y compris à Orly par exemple, il n'y a pas de place de stationnement. Rien n'est fait. Alors celui qui habite à côté de la gare, très bien, et tant mieux pour lui. Mais celui qui habite loin, il fait comment? Donc, et à un moment donné, lorsque le maillage qui date depuis plus de 100 ans, le maillage du train et du métro, ne favorise que l'interconnexion à l'intérieur de Paris. C'est-à-dire que tu es obligé de monter sur Paris pour reprendre un autre train pour repartir en banlieue. Ouais. Bah forcément, lorsque tu mets 1h45 et qu'en voiture tu mets 1h10, ça te fait 35 minutes gagnées le matin et 35 minutes gagnées le soir, et bah tu vas privilégier ta voiture. Bon. Et donc tant que on ne fera pas et on ne permettrait pas aux uns et aux autres de pouvoir s'y retrouver, d'avoir des transports sécurisés, d'avoir des transports 24 heures sur 24. Parce que quand tu travailles de nuit, c'est l'enfer. Ouais. Quand tu travailles très tôt le matin, c'est l'enfer. Quand tu travailles tard le soir, c'est l'enfer. Donc, il faut effectivement que la ville se modifie, mute, qu'elle prenne plus en compte les automobilistes. Et je te l'accorde, c'est vrai qu'il des fois il y a des aberrations totales. Moi, je vois dans certains endroits, les rues sont hyper serré, ouais, est un couloir de vélo en sens inverse. Je me dis, le mec qui a fait ça, il doit pas être fini. Non, mais sérieusement, je comprends qu'il veut développer, mais si tu veux vraiment développer, eh ben, tu fais comme ils ont fait en Hollande, comme ils ont fait au Danemark. D'ailleurs, je rappellerai que le Premier ministre danois, par exemple, se déplace à vélo. Et donc, pour pouvoir juger et critiquer les autres, il faudrait aussi que nous, nos ministres, tu as bien vu Ruffin la semaine dernière, montrent aussi l'exemple. T'as pas besoin d'avoir 50 gardes du corps lorsque t'es ministre. Et tout un cortège de voitures. Et tout un cortège de voitures qui, eux, brûlent l'essence interdite, etc. Et c'est vrai que la ville est en mutation. Il y a beaucoup de travaux partout en même temps. Et ça, on peut le reprocher. On peut le reprocher à Hidalgo, mais on peut aussi le reprocher à tous les maires de toutes les villes de France qui, la dernière année, juste avant les élections, ils font des travaux et des chantiers de partout pour faire des inaugurations 6 mois avant. Dire, vous avez vu ce que j'ai fait, moi? En Allemagne, je t'assure qu'il y a beaucoup de choses à prendre là-bas. Et effectivement, tu as raison sur la question de la propreté. Et donc, justement, là, moi, je me dis, vous êtes tous devenus écolos, les copains. Parce que nous, les écologistes, on prévoit vers la société 0 déchet. Ouais. C'est-à-dire que si on fabrique pas de déchets, ils peuvent pas se retrouver dans la nature. Et le comportement, mais c'est la vérité. Non, mais d'accord. Non, mais c'est vrai. Regarde, le comportement incivil des gens, tu pourras faire quoi? Mettre 10 balayeuses, par jour au même endroit, etc. C'est pas possible. Il faut que les gens, à un moment donné, pour leur portefeuille aussi, aient un comportement décent. On va prendre un exemple. On va prendre un tout petit exemple immédiat. À 5 mètres d'ici. On n'a qu'à juste regarder sur les marches du LGF le nombre de mégots qu'il y a. Et ça aussi, c'est du déchet. Et donc, moi, je dis qu'il faut responsabiliser tout le monde. Il faut aussi qu'à un moment donné, tous les décideurs, quelle que soit leur tendance, bordel, s'assoient à la même table et se disent, bon, comment on fait pour que les gens ils arrêtent de devenir fous? Comment on fait pour que les gens ils arrêtent de prendre leur bagnole? C'est sûr que si du jour au lendemain, tu fermes le périph', tu mets que 2 voies au lieu des 4, mais si tu vas faire exploser le pays et c'est pas populaire. Mais c'est complètement démago ce que dit Rachida Dati. Bon, d'accord. Anna, tu trouves que Paris est propre? Tu trouves que Paris tout va bien?
Moi j'aime Paris. Tout ne va pas bien. Ce n'est pas possible que ça aille parfaitement bien dans tous les domaines. Paris reste une très très belle ville. On va pas commencer à critiquer Paris. Je ne me le permettrai pas. Après, moi, j'ai un œil. Je regarde Paris d'une façon différente que la vôtre, vous qui êtes ici depuis vraiment longtemps, qui êtes né ici. Moi, je viens d'Algérie, je viens du Maghreb arabe, et Paris reste toujours à nos yeux belle, même si dans quelques quartiers, on avoue que il y a des ordures, qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer, certainement. Mais elle reste quand même parmi les plus belles villes au monde, Paris. Hein. Emmanuel. Paris, enfin, c'est une belle ville, comme tu dis, c'est ça, enfin, on peut pas le nier, c'est une très belle ville. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se sont dégradées, je trouve, depuis ces dernières années. Et effectivement, on voit que le trafic, ne serait-ce que le trafic, c'est saturé tout le temps à Paris. Là, pour venir ici, il était 15h, même pas 15h15, que je suis parti de Cergy. Pour venir déjà jusqu'ici, j'ai mis quasiment 1 heure, alors que j'étais en moto. C'est archi saturé de partout, et pourtant, il était encore tôt dans l'après-midi. Donc, je me dis, c'est quand même assez fou. Après, pareil, tout à l'heure, Philippe, tu parlais des migrants, effectivement, sur le bord des routes, mais ça, c'est dramatique. Malheureusement, ce n'est pas forcément la faute, ce n'est pas la faute pour moi de la ville de Paris, puisque c'est la capitale du pays, et elle comme toutes les autres grandes métropoles, elle a ces migrants-là qui viennent spontanément ici et qui restent ici. Et effectivement, il y a eu des camps qui ont été démantelés dans Paris, ce qui fait qu'aujourd'hui ils viennent dans les périphéries, en périphérie de la ville. Maintenant, c'est pas une solution. Il faut qu'on puisse trouver des vraies solutions pour faire en sorte que ce phénomène ne continue pas. Mais ce n'est pas une décision qui peut être prise par la ville de Paris. C'est vraiment une décision qui va être nationale, même européenne, j'ai envie de dire. Puisque, comme on le sait, les migrants, ils viennent en Europe, ils s'arrêtent parfois en France, mais parfois ailleurs. Et peut-être parfois que leur destination n'est pas la France. Ils aimeraient peut-être partir ailleurs, mais ce n'est pas accepté. Et donc ils sont cloîtrés ici. Oui, malheureusement, l'image de Paris a pris un grand coup avec les manifestations et les débordements faits par les gilets jaunes. Beaucoup de touristes ont peur de venir à Paris parce que les week-ends, chaque samedi, on peut plus bouger. On a peur d'être agressé dans la rue par les manifestants ou par les intrus. On sait pas. En tout cas, c'est aussi ce côté-là, en plus de la pollution, des embouteillages et tout. Malheureusement, cette année, elle a pris un grand coup, l'image de Paris. Allez, on passe au journal de la 4 dans un instant. Boyaki pour son avis tranché, et on va s'intéresser un petit peu à En Marche et les candidatures qui se profilent à l'horizon pour Paris et pour Lyon notamment. Macron est en train de trancher finalement en sous-marin. Tout de suite. La Coupe d'Afrique des Nations de football continue et elle a un nouveau favori. L'Algérie impressionne après 3 succès. Les Fennecs ont dominé la Guinée en 8e de finale hier. Un succès net, 3-0. L'Algérie qui avait des choses à se faire pardonner. L'échec de la CAN 2017 est décidément un souvenir bien lointain. Cette sélection algérienne encaissant 5 buts et en sortant dès le premier tour, on s'en souvient, l'Algérie version Belmadi n'encaisse pas 0 but concédé en 4 matchs. Mais en plus de les contrôler, elle sait assommer ses adversaires. Cette fois, c'est Belaïli qui s'en est chargé à la 24e minute. Et pourtant, Paul Put, le sélectionneur guinéen, avait prévenu ses joueurs. La force de cette équipe algérienne, c'est qu'eux marquent toujours dans les premiers 45 minutes. On a demandé pour être attentif pour pas encaisser. Et au moment qu'on a encaissé, c'était difficile parce qu'au moment que tu donnes l'espace à cette équipe, tu es perdu. C'est ça qui s'est arrivé aujourd'hui. 9 buts marqués par les Fennecs depuis le début de cette CAN. Une maîtrise collective qui permet aux Algériens de gagner 3-0 un match où ils se sont créés près de 10 occasions dangereuses. Une domination d'autant plus marquante qu'elle s'accompagne d'une sérénité qui transparaît chez Andy Delors, l'attaquant algérien. On n'est pas tombé dans le piège. On a montré qu'on avait des joueurs de qualité, qu'on était une équipe solide et on a été sérieux, on a fait tout ce qu'il fallait. On a bien écouté encore le coach qui nous a donné de bonnes consignes. On continue notre chemin. En attendant de connaître son adversaire en quart de finale, l'Algérie fait le plein de confiance match après match avec un duel entre voisins maintenant aujourd'hui. C'est en 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Mali va affronter la Côte d'Ivoire et joli derby ouest-africain qui se termine souvent de la même façon. Depuis 1977, les éléphants ont toujours piétiné les aigles. Aucune défaite enregistrée, quelques matchs nuls. Mais cela pourrait changer car les hommes de Mohamed Magasuba fait forte impression depuis le début de cette CAN. Une raison d'espérer pour ces jeunes
Jeunes Aigles. On écoute le défenseur malien Amari Traoré. Côte d'Ivoire, Mali, ça a toujours été un match particulier pour les Maliens ainsi que pour les Ivoiriens. On est des pays voisins et on a beaucoup de choses en commun. Donc voilà, il y a un peu de rivalité entre les deux pays, mais voilà, il n'y a rien de méchant. Ils ont souvent la gagne sur nous. Maintenant, voilà, nous de changer ça pour montrer aux Maliens que voilà, ils peuvent compter sur nous et que nous, on est là pour faire quelque chose pour le peuple. Là, vous sentez que c'est vraiment possible parce que l'équipe, elle montre de belles choses? On a toujours eu confiance en nous. On a toujours été proches l'un à l'autre. On a toujours été des frères sur le terrain. Maintenant, je pense qu'il va falloir multiplier, tripler ça contre la Côte d'Ivoire parce que c'est une belle nation de foot. Ils savent jouer au foot. Voilà, maintenant, à nous de montrer qu'on est supérieur et qu'on peut gagner ces matchs, même si c'est un match qui va être difficile. Voilà. Ils sont plus expérimentés que vous? Oui, ils ont beaucoup plus de jeunes qui ont fait plus de CAN. Aujourd'hui, nous, on est jeunes. La plupart de l'équipe, c'est les premiers CAN. Maintenant, à nous de montrer que voilà, qu'on a aussi l'expérience qu'on a acquis dans nos clubs et voilà, qu'on peut faire quelque chose de grand. Des propos recueillis par RFI. Coup d'envoi à 18h à Suez. Le gagnant de cette rencontre va affronter l'Algérie en quart de finale jeudi prochain. Bon, revenons maintenant sur l'exploit de Madagascar hier. Les Paréens qui se sont qualifiés pour les quarts de finale en éliminant la République démocratique du Congo lors de l'épreuve de tir au but. Victoire historique de la Grandine contre la RDC. 2-2 à l'issue du temps réglementaire. Les Léopards ont été menés 2 fois au score, des buts d'Amada et dans Red Team. Ils ont su égaliser à chaque fois grâce à Bakambu puis Umba à la toute dernière minute. Mais cela n'a pas suffi. La RDC s'est inclinée au tir au but 4-2. On écoute la grosse colère du capitaine des Léopards, Youssouf Polompo, contre l'arbitre de la rencontre. On est en 2019, il y a des caméras, il y a 4 arbitres et on voit encore ce genre de choses-là sur le terrain. C'est navrant. Mais à quoi ça sert de venir jouer à la CAN si on retrouve encore ce genre de choses-là? Mais ça sert à quoi de jouer contre ces équipes-là? Autant leur donner la coupe directement. Vous avez pas vu? Regardez le deuxième but. Hors jeu. Le penalty sur Bolassi. Il n'y a pas penalty. Et c'est des actions qui sont flagrantes. Combien de fautes il y a eu? On n'avait pas le droit de parler à l'arbitre. Et même les joueurs malgaches, ils disaient arrête de parler, ça sert à rien. Ça veut tout dire. Le bilan de votre participation à la CAN du coup? Le bilan, on peut même pas le faire parce qu'on n'est pas sorti contre une équipe plus forte que nous. La prolongation, ils attaquaient plus, ils avaient plus de jambes, mais ils étaient fatigués. Après, c'est normal, on veut faire une épopée, on veut laisser, on va dire, le petit créer la sensation. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Le capitaine congolais Youssouf Polompo au micro de RFI. Et en quart de finale, Madagascar va rencontrer le vainqueur de Ghana-Tunisie. Le match se joue ce soir. Les Tunisiens ont conscience de ne pas avoir été très convaincants lors du premier tour avec 3 matchs nuls. Les Aigles de Carthage vont devoir se réveiller s'ils veulent passer l'obstacle ghanéen. Le milieu de terrain, Naïm Sliti, veut sonner la révolte. Les joueurs n'ont pas lâché le sélectionneur Alain Giresse, nous dit-il, bien au contraire. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais nous on est là. Le coach il est avec nous et l'objectif principal c'était pas de bien jouer. Je pense qu'aujourd'hui, si je demande à tout le monde, on fait des nuls jusqu'à la fin en gagnant en penalty et on gagne la CAN, vous êtes preneur ou pas? Moi je suis preneur. Moi. La qualité de jeu ça fait pas tout aujourd'hui, maintenant il faut être efficace. Là c'est soit on reste soit on part, mais c'est sûr, je suis d'accord avec vous qu'on doit mieux jouer pour contrer le Ghana. Moi je suis confiant et je sais qu'on a des joueurs qui peuvent changer vite le truc. Aujourd'hui on joue pas à notre niveau, que ça, surtout offensivement, que ce soit moi, Wahbi, Youssef, mais on est des joueurs quand même talentueux dans le sens où un match on peut faire basculer quelque chose. Moi je me rappelle en 2017 la Coupe d'Afrique, on s'est tous enflammés après les poules. On disait justement Kazri, Youssef, Sliti, ça y est, on va gagner la Coupe d'Afrique et tout. On a fait des poules exceptionnelles, on a mis 7 buts ou les 6 buts. Et au final, on sort en quart de finale, on n'a rien fait. Inch'Allah, c'est le contraire. Moi, je serai le premier, Inch'Allah, à pousser l'équipe, Inch'Allah. Des propos recueillis par RFI. Ghana-Tunisie, coup d'envoi à 21h à Ismaïlia se jouera ce match. Je précise avant de terminer que le quart de finale entre l'Algérie et l'adversaire du match, le gagnant du match Mali-Côte d'Ivoire dans quelques minutes se jouera jeudi à 18h sur France Maghreb 2 évidemment. Premier supporter des équipes maghrébines et allez la Tunisie, les Aigles de Carthage pour ce soir. Le match donc à 21h. À demain pour les résultats évidemment et commentaires de cette Coupe d'Afrique des Nations que l'on suit au quotidien sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb. France Maghreb 2 sur France Maghreb 2, oui, le grand forum 17h43 maintenant et on va continuer par les sports et plus particulièrement de football féminin dans la vie tranchée de Boyaki. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et si cet avis tranché servait à leur dire tout simplement merci?
Merci et bravo Coupe du Monde football féminine, bravo mesdames. Bravo à vous pour ce super beau spectacle que vous nous avez donné. Bravo pour avoir démontré aux misogynes qu'il n'y avait pas de discipline réservée uniquement aux hommes. Par contre, j'ai quand même quelques critiques à vous faire. Oui, moi, qui ne suis pas le plus grand spécialiste du football, et là je crois que Christophe peut en témoigner, pour preuve, j'ai appris qu'hier, qu'il fallait tirer dans des parallélépipèdes rectangles en 3D, que vous appelez plus communément des buts. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Donc je disais qu'il fallait tirer dans les buts pour marquer un point. Non, pardon, un but. C'était hier que j'ai compris qu'il fallait tirer dans les buts opposés de son camp, pour marquer le point. On est bien d'accord, le but, on dit pas le point. Ouais. Il y a beaucoup de moins de buts, soit comptabilisés pour son équipe. Voilà, faut tirer dans le côté opposé. Ça, je l'ai appris hier. Toujours hier, j'ai compris que la personne qui court tout le temps après le ballon sans jamais vouloir le toucher pour marquer un but s'appelait un arbitre. Et tout ce monde le déteste. C'est surprenant quand même pour un sport qui prône le fair play. C'est toujours hier que j'ai enfin et finalement compris que la médiatrice du terrain de foot était matérialisée d'un cercle en son centre, qui lui-même était à équidistance de tous ces autres extrémités du segment. Bon, je rappelle à nos auditeurs et auditrices la définition d'une médiatrice, quand même. En géométrie plane, la médiatrice d'un segment, c'est l'ensemble des points équidistants des deux extrémités du segment. Cet ensemble est la droite passant par le milieu du segment qui est perpendiculaire au segment. Attention, petit message au CSA, je ne donne absolument pas la réponse pour celles et ceux qui sont en train de passer leur rattrapage en ce moment et pour qui j'ai une profonde pensée. Je précise que je n'ai aucun lien de près ou de loin avec les fuites du sujet du bac émanant de l'école Osatora de Créteil, et de par ma fille, je serai éternellement lié au hashtag Bantilogate quand même. Allez, reconcentrons-nous sur le sujet initial. Quelles sont les critiques que j'ai personnellement contre cette Coupe du Monde féminine? Premièrement, il y a beaucoup moins de cartons jaunes que pour les hommes, 124 contre 219. Du coup, on a moins de grimaces, moins de roulades. Admettez que c'est moins sympa pour le spectateur et moins passionnant. Deuxièmement, il y a beaucoup moins de contestations de décisions des arbitres, donc moins de gestes de démembrement compulsif, moins de cris à l'injustice du genre c'est pas moi, c'est lui, et donc moins d'Oscars décernés à la meilleure actrice. C'est décevant. Troisièmement et dernier point critique, pour montrer que vous êtes supérieurs à nous les hommes, quand même, vous acceptez de toucher des primes de match inférieures à celles de vos homologues. C'est pas le président de la République, alors candidat à la présidentielle, qui avait dit qu'il ferait de la lutte pour l'égalité des femmes et des hommes une priorité nationale, à travail égal, salaire égal. Les bleuettes doivent toucher les mêmes primes de match que les bleus. Bon, Emmanuel, passionné par la Coupe du Monde de football féminine ou pas? Oui, je peux dire la vérité. Hein. Oui, non, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai pas regardé tous les matchs, mais j'ai commencé à partir des quarts et vraiment, je trouvais ça très bien. En fait, déjà que ça puisse passer à heure de grande audience et quand on a. Et ça marche. Hein. Et ça a très bien marché. Et puis moi, j'ai trouvé ça plaisant pour le coup. J'adore le foot de façon générale et là j'ai été vraiment content de voir de beaux matchs, que ça soit homme ou femme. Quand c'est des beaux matchs et que c'est du beau jeu, écoutez, moi je suis très content de voir ça. Anna, est-ce que tu as aimé le foot féminin ou alors pas du tout? J'ai aimé, ça m'a paru un peu bizarre. On n'est pas vraiment habitué. On est habitué de voir les équipes masculines, pour être honnête avec vous. Hein. Moi j'avais assisté à l'événement qu'avait organisé TF1 en présence du PDG de TF1, monsieur Gilles Pélisson, tous avec nos championnes, dans lequel ils avaient annoncé la participation, la collaboration de TF1 avec la Coupe du Monde féminine. Et je trouve, en présence de Madame la ministre des Sports, il y avait pas mal de personnalités avec des championnes du monde, de chacune dans son domaine. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle initiative d'encourager comme ça le sport féminin, d'essayer de régler les problèmes auxquels font face nos championnes féminines. Et puis là, pourquoi pas cette Coupe du Monde féminine pour encourager les jeunes femmes à vivre leur passion et puis ça a donné de très bons résultats. Ils ont annoncé de très très bons chiffres. 10 millions oui. Et comme quoi. Ouais, comme quoi. Et on en parle des primes de match qui seront bien inférieures à celles des hommes ou... Justement, Emmanuel Macron en a parlé hier. Ouais. Et il a dit quoi précisément? Qu'il allait faire des annonces? Qui ferait en sorte que ça change dans très peu de temps. Non, mais sauf qu'il peut rien faire. Mais comment ça, il peut rien faire? C'est pas lui qui décide, c'est pas le patron du sport.
Mais c'est pas lui le patron du sport, mais c'est lui le patron de la France, voyons. Et alors? Mais justement, le fait de commencer à en parler, de mettre le doigt sur le problème, c'est un bon début. Hein. C'est un bon début. Ouais. Tiens, on parle de Macron justement, parce que là, en ce moment, la République en marche a cet objectif, en tout cas, d'envoyer un maximum de maires, de futurs maires, pour la continuité de son mouvement, la République en marche, pour s'installer dans le temps, j'ai envie de dire. Et ça passe évidemment par de grandes villes, à l'image de Paris, à l'image de Lyon. Et Emmanuel Macron, on voit qu'il est en train d'opérer, à l'image de ce qui s'est passé à Lyon, où il a déjeuné avec Gérard Collomb, et il a déjeuné avec son adversaire ce matin. Donc Emmanuel Macron doit-il trancher? Est-ce qu'il doit se mêler de cette course aux maires, et en l'occurrence des grandes villes? À Paris, on sait que Griveaux quand même part avec un certain avantage, et ça serait d'ailleurs peut-être un peu sa préférence. Macron, Emmanuel, doit se mouiller la chemise. Emmanuel Macron est président de la République, donc président de tous les Français. Il n'est pas président du parti de la République en marche, même si c'est lui qui a créé ce parti-là lors du départ des élections présidentielles. Pour moi, il n'a pas à se mouiller là-dedans. Alors, il peut donner son avis parce qu'il est français comme tous les autres, et il peut donner son avis en tant que président, mais pas forcément l'exposer de la sorte, et pour moi il n'a pas interféré dans ce qui devait être un il nouveau outrepasse parti. Un petit peu Moi je pense que c'est pas son rôle. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui au niveau national qui doivent être traités, et je sais qu'il s'y applique, mais là les municipales, pour moi, ça correspond plus à des rapports de parti, et non pas à des rapports entre le président et les candidats aux élections municipales. Ah non, il doit y aller, Macron, il doit se mouiller la chemise, il doit s'occuper de ce sujet. Moi, je pense qu'il doit s'occuper des affaires beaucoup plus importantes qui touchent la France, et des problèmes des grands problèmes de Français, comme a dit Emmanuel. Il faut laisser ça concerne les partis. Ouais. Même, voilà, il peut donner son avis, il peut sans forcément influencer ou interférer. Sauf que là, il est en train d'influencer quand même, en allant déjeuner avec Collomb, puis avec son adversaire le lendemain matin. Il commence à prendre parti, il va essayer de distribuer les bons et les mauvais points. Ça ressemble à ça, Philippe, non? Bah écoute, moi je comprends pas le système de la République en marche. Nous, tu vois, on peut nous critiquer, Europe Écologie Les Verts, mais on a ce qu'on appelle le système le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que c'est le groupe local, la ville en l'occurrence, qui décide, les copains et les copines, voire aussi prendre de façon consultative l'avis des sympathisants et des gens qui sont proches de nous, savoir quel est le ou la meilleure candidate pour l'élection. Enfin, là, il y a une commission d'investiture. Ouais, une commission d'investiture. Enfin, ça veut dire que demain, on peut leur parachuter quelqu'un. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, franchement, j'ai mal au cœur. Je le dis pas vraiment sans démagogie, à toutes celles et tous ceux qui fournissent un vrai travail sur le terrain, les militants, qui font du porte-à-porte, qui font du tractage, qui vont sur les marchés, qui se font des fois bousculer. Et puis on leur dit, non, mais on a quelqu'un qui sur le casting est beaucoup mieux que vous. Hein, merci d'avoir fait le taf. On regarde des sondages, Bouriaki. C'est un parti de sondage. De toute façon, il fonctionne comme ça. Il dit ils disent quoi aujourd'hui? Bon, dans un instant, la musique va résonner. Mais pour qui? Pour Anna? Non, pour moi. Pour Emmanuel? Pour moi. Ou pour Philippe? C'est le quiz du LGF à suivre sur France Maghreb. Ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. L'avantage du mois de juillet, c'est que les pubs sont un peu plus courtes. Et ça, c'est quand même pas pour nous déplaire, hein, pardon de vous le dire. Et c'est le LGF maintenant en mode quiz avec Bouriaki à ma gauche. Au centre, sa place initiale d'ailleurs. Toujours au centre. Monsieur Emmanuel Michael, patron du Modem du 95. Madame Anna Guézard Boakaz est avec nous et journaliste ici présente. J'ai en ma possession quelques questions à vous poser. Le plus rapide d'entre vous, qui marquera le point, donc peut-être remportera ce fameux quiz. Bon, Bouriaki, je suis prêt. T'es prêt? Je suis prêt. Tout va bien? Je vais laver mon honneur. Bon. Attends. Première question. On est un 8 juillet en 1606. Achèvement de quel pont parisien? Pont-Neuf. Le Pont-Neuf est une bonne réponse. Bravo. Ouais. Deuxième question. On est en 1986 cette fois-ci. Le président tunisien Habib Bourguiba destitue son premier ministre qui s'appelait Mohamed Mazali. Par qui a-t-il été remplacé? Ben Ali. Ben Ali est une deuxième bonne réponse. Oh là là. Quelle carte est créée en 1992 en France? Quelle carte est créée en 1992? Non. Carte à puce?
La carte à puce, exactement, la carte à puce, plus précisément bancaire, la carte bancaire a été créée. Et Anna, Et il me regarde. Pourquoi tu me regardes méchamment? J'ai le droit de gagner. Hein. J'ai le droit d'avoir des connaissances. reste tranquille Philippe. Tu ne vas pas commencer. Coucher, pas bouger. Non. Alors ça c'est vilain ça. Non, on Ça, parle c'est de moi, vilain, on parle ça, de c'est moi. vilain, ça c'est vilain. Bon. Alors, 2-1, c'est ça hein. C'est ça. Emmanuel, je te rappelle qu'il y a un jeu. Il est au centre, il compte les points, lui. Quatrième Ouais, question. l'arbitre, moi, merde. Mort en déportation. Je cherche le premier président du Conseil national de la résistance. Mort en 1943. Jean Moulin. Il est là, Emmanuel. Le petit point d'Emmanuel. Attention. La dernière question. Qui va égaliser Bouriaki ou Bouriaki va peut-être prendre de l'avance? Je cherche une chanteuse, humoriste et actrice née le 8 juillet 1957. Nommée chevalier de la Légion d'honneur, c'était le 1er janvier 2015. Un petit indice, série télévisée très connue sur TF1. De qui s'agit-il? Chanteuse, humoriste? Oui, et actrice. Attends. De petite taille. Mimi Mati. Mimi Mati. Mimi Mati, je dis la première. Allez, bah oui. Ouais. Anna, J'ai et ben hésité, voilà. Et je me suis dit non, c'est pas Bon, possible. alors, la Je petite savais pas musique. qu'elle chantait, moi. Ah bah si, bon, pas à notre plus grand regret, mais elle chante, oui, absolument, oui. Elle a chanté et elle est évidemment dans Joséphine Ange Gardien, que tout le monde connaît. Ah, évidemment. Bah, dis donc, Anna, bravo. Bravo. Merci. T'as quand même réussi à égaliser celui qui est depuis de nombreuses années dans cette émission, le LGF, et qui n'arrive pas à gagner un match. Si je viens la prochaine fois, je gagne. La petite musique, voilà. Ça, c'est pour Anna, Philippe. hein. Merci. Voilà, la petite musique. Alors, demain, on sera avec Anissa Mziti et Nassim Lashlash. Mercredi, Abdeslamitash, Faiza Ben Mohamed. Et le troisième, je le cherche, il est où le troisième? Ah, Farid Temsamani, voilà. Tu reviens jeudi, toi, Bouriaki. Ouais, je reviens jeudi. Avec Céline Bourri, qui sera avec nous. Ouais. Voilà, une nouvelle chroniqueuse, future chroniqueuse du LGF. Et vendredi, Gamal Abina, Tarek Mami et Audrey Pronasti. Voilà le programme pour la semaine. Un beau casting, quoi. Comment ça me donne envie de venir vendredi. Bon, voilà. Bon, ça va, ça a été Anna? C'était excellent, merci beaucoup. J'ai adoré votre compagnie. C'était vraiment, c'est une valeur ajoutée à ma petite carrière professionnelle. Et puis j'ai adoré passer sur France 24. France 24. Pardon. France 24. J'ai pas encore déjeuné toute la journée. J'étais dans des radios. C'est pour ça que je perds mes mots. La fatigue se ressent. Ouais. Oui. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir invité. Je remercie les auditeurs. J'espère qu'ils ont apprécié notre compagnie. Et puis ce n'est que le début. Les prochaines fois, on sera plus produit. Ça y est, donc si j'ai compris, elle reste. Je compte revenir. Elle reste. Bah, écoute, allez, on n'a pas voté. Hein. Elle est la bienvenue. Envoyez des messages à Christophe. Demandez-lui de me rappeler. Voilà, c'est ça. Emmanuel, merci beaucoup. Bah, c'était super. Merci à toi, Christophe. Et à très bientôt. Patron toujours du Modem 95. Hein? Eh oui. Donc, peut-être bientôt pour des annonces. T'as vu ce qu'il a fait, Bayrou? À quel sujet? Et il propose au Premier ministre d'y aller, le Premier ministre Édouard Philippe, d'aller à Paris. Ouais. Comme ça libère la place. Et comme lui il sera jamais président, ça peut peut-être être le moment d'être Premier ministre. Ah, ça, il est malin, non, en plus il veut pas. Il est malin, le François. Non, c'est pas du tout dans les tuyaux, c'est pas du tout le plan. Non, bien sûr. Merci Emmanuel, à très vite. Vous écoutez France Maghreb 2, il est très exactement et précisément 18h. Dans un instant, Medjahed, n'oubliez pas ce soir le match 21h, Tunisie-Ghana. Le rappel de l'actualité tout de suite. Bonsoir. Bonsoir à tous. Cette fois, c'est terminé. Voilà les mots ce matin des parents de Vincent Lambert dans une lettre ouverte. Ils annoncent qu'ils abandonnent la bataille judiciaire qu'ils mènent depuis plus de 10 ans contre la mort de leur fils. Et ce, alors qu'un nouvel arrêt des soins a été engagé mardi dernier. Vincent Lambert est dans un état végétatif depuis un accident de la route en 2008. Et sa famille se déchire depuis sur son maintien ou non en vie. Une femme de 35 ans est entre la vie et la mort après avoir été poignardée par son ex-compagnon hier soir dans le Val d'Oise. Les faits se sont produits devant leurs 4 enfants après une dispute à propos de leur garde. L'homme avait 2 grammes d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue. Un nouvel accident avec un bateau de croisière géant a été évité de justesse à Venise. Le bateau est sorti de la ville en pleine tempête. Il a croisé un yacht à quelques centimètres, provoquant la panique à bord. Un autre accident impliquant un paquebot de croisière s'est produit à Venise déjà il y a un peu plus d'un mois.
9 départements du sud-ouest sont maintenant en vigilance orange aux orages. Les Landes et le Lot-et-Garonne viennent s'ajouter aux départements déjà en vigilance. Il s'agit de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. L'alerte court jusqu'à ce soir minuit avec un risque de grêle, de fortes rafales de vent et de pluie intense. L'Iran se désengage un peu plus de l'accord de Vienne sur son programme nucléaire. Téhéran a annoncé ce matin avoir enrichi de l'uranium à 4,5%, soit bien plus que les 3,67% fixés par l'accord de 2015. Mais on est encore bien loin des 90% nécessaires à la fabrication de la bombe atomique. Et puis, c'est déjà fini pour Benoît Paire au tournoi de tennis de Wimbledon. Le Français vient d'être éliminé par l'Espagnol Roberto Bautista Agut en 3-7 en 8e de finale. Rafael Nadal et Serena Williams, en revanche, sont eux qualifiés pour les quarts de finale. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.